Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'1 an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans l'épisode du jour, j'ai reçu Florian de la Micro by Flo. Et je suis très très heureuse de te partager cet épisode aujourd'hui parce qu'on découvre Florian de manière totalement différente que ce qu'on a l'habitude de le voir sur les réseaux sociaux. On a parlé avec lui de pourquoi est-ce qu'il est devenu expert en micro-entreprise et comment rendre en fait l'administration passionnante et continuer à en parler encore et encore, même quand il parle des mêmes sujets. Puis ensuite, on n'a plus du tout parlé de micro. On a parlé de rêve et d'un projet qu'il tient un petit peu secret mais qui nous dévoile dans ce podcast et de tout son processus créatif et de pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là, de vivre à l'étranger et des différences culturelles dans le monde du travail. Bref, on a parlé de plein de choses et encore dans cette introduction, je te donne pas le sommaire de tous les sujets qu'on a abordés ensemble, je te laisse les découvrir dans cet épisode. Belle écoute à toi. Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de Libre à toi. Aujourd'hui, je reçois une célébrité dans le monde de la micro-entreprise. Quelqu'un sans qui, personnellement, j'aurais galéré quand je me suis lancée. Et je pense que si tu es entrepreneur, dans la sphère d'Instagram, des réseaux sociaux, tu n'es pas passé à côté de mon invité du jour. Je te présente, si tu ne le connais pas, mais ça m'étonnerait, Florian de la Micro by Flo, qui me fait le plaisir d'être aujourd'hui sur Libre à toi. Bonjour, bonjour. Et du coup, moi, c'est Florian et je suis créateur de contenu sur la micro-entreprise. J'explique tout ce qu'il y a à savoir sur la micro, c'est-à-dire ou micro, auto-entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire sur la partie comptable, fiscale, juridique, TVA, URSSAF, tous les mots que les gens adorent. Mais moi, j'essaie d'expliquer tout ça d'une façon simple, avec une pointe d'humour et rendre ça accessible à tous. Voilà, voilà. Et si tu devais te présenter sans parler de micro-entreprise, tu dirais quoi? Alors, sans parler de micro-entreprise, moi, je suis à la base originaire d'Agen, #chocolatine, j'ai envie de dire et #pruneau, et j'ai voyagé à l'étranger. J'ai travaillé 5-6 ans à Stockholm, en Suède, dans une start-up et maintenant j'habite à Reims. J'ai 31 ans, j'ai oublié de le dire et maintenant j'habite à Reims avec mon chat que je promène. Voilà, voilà. J'adore l'assise précision, ton chat que tu promènes. Oui, 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 parce que tout le monde, des fois le voit en story ou autre. J'ai un chat que je sors plus qu'un chien. Je le promène sans laisse, sans harnais, il se balade, il a ses heures de sortie, et je suis à sa solde, à 1 heure du matin où il me demande de rentrer. Voilà, Ah ouais, parce que du coup, t'as pas de jardin, et donc en fait, tu le c'est promènes ça dehors. Ok. exactement. Je suis dans un appartement, dans un immeuble et donc du coup, le chat, il va se balader, il va faire ses petites heures. Il a un petit AirTag pour le suivre. Et les gens, tout le quartier connaissent ce chat-là parce qu'il est très sociable. Il va voir même les chiens, il va jouer avec les chiens et cetera. Donc voilà, voilà, c'est les petits chats du quartier. Trop bien, ok. Bah, merci pour cette présentation. Aujourd'hui, j'avais trop envie de parler avec toi en fait, des sujets dont on t'entend pas forcément prendre la parole parce que toi, bah, ton credo, ta niche, c'est la micro-entreprise et c'est OK. Et tant mieux parce que je pense que tu as sauvé tellement de monde depuis que tu fais ça. D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Heu, alors à mon compte complètement, 100 à mon compte, ça fait, 2 ans, mais je suis indépendant depuis 6 ans et je cumulais avec une activité salariée. Ok, Mais là, 100 à mon compte, ça fait vraiment 2 ans. d'accord, ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat?
J'ai toujours été un petit peu, entrepreneur, dans l'âme, j'ai envie de dire, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai quitté l'emploi salarié que j'avais parce que je voulais aider les gens autrement que ce que faisait la boîte et je me suis dit: «Beh, tiens, je vais le faire à ma sauce, ma façon de faire, ma façon de communiquer, ma façon de vendre» et puis voilà, je suis rentré en France et je me suis dit: «Tiens, je vais consacrer 100 à ma micro-entreprise» et voilà, là, maintenant, après, j'ai créé la Micro by Flow et ça se passe très, très bien. Alors avant de passer sur un autre sujet, c'est pour ça que je t'avais invité. Quand envie de creuser encore, pourquoi la micro? Pourquoi est-ce que ça a été le truc qui t'a attiré? Pourquoi aider les micro-entrepreneurs dans l'administratif? Parce que alors je connaissais pas ce régime, il y a encore plus d'une dizaine d'années, mais je pense que j'adore l'entrepreneuriat et c'était le régime le plus facile d'accès pour les gens qui voulaient se lancer et je me suis dit: «Beh, tiens, pourquoi pas aider les gens à vouloir se lancer?» parce que j'adorais ce côté indépendance, liberté et cetera, de pouvoir faire un métier, j'ai envie de dire des fois un métier passion et je me suis dit, beh, j'ai réussi à comprendre comment ça me fonctionnait, donc autant partager ça aux gens pour qu'après derrière ils puissent en vivre. J'ai l'impression que je fais un peu les formations, deviens 100 libre et tout, financièrement indépendant, mais c'est pas du tout ça. Là, je me dis au moins les gens après je suis content parce qu'ils ont le temps pour, s'occuper de leur famille, faire un métier qu'ils aiment et surtout en vivre. Donc voilà, je me suis dit: «Tiens, la micro, autant expliquer tout ça aux gens, quoi». Moi, ce qui m'impressionne, c'est à quel point ça se voit quand on parle que tu es passionné et aussi, combien tu arrives à te renouveler, même, enfin tous les ans. Là, par exemple, vous pouvez pas le voir, mais je vous le décris. Derrière, Florian, il y a un tableau avec écrit la CFE, c'est trop génial, abonne-toi. Et du coup, je sais que, bah, depuis que je te suis, bah, tu en as déjà parlé plein de fois de ça et tu en parles tous les ans parce que ça arrive tous les ans et comment tu fais pour, justement continuer à, bah, kiffer parler des mêmes sujets? Bon, je sais bien qu'il y a des nouvelles choses, enfin, par exemple, Mmh. il y a un nouveau portail qui est sorti récemment, sur internet pour gérer, tout l'administratif, des micro-entreprises et cetera. Donc tu es bien obligé de te renouveler parce que l'administratif change. Mais même, comment est-ce que, bah, tu arrives à trouver toujours, ce rebond pour, continuer à passionner autour de ce sujet? Bonne question parce qu'il y a des moments, je tourne un peu dans des certains moments, je tourne un peu en rond sur certains sujets, mais après je change le format. Donc, des fois, je fais des reels, je fais des vidéos courtes et cetera et je me dis: «Aujourd'hui, comment je vais pouvoir» surtout avec l'IA qui est en train d'arriver, partout, comment je vais pouvoir aussi, changer la façon de communiquer. À un moment, c'était un article, après j'en fais une vidéo, après j'en fais un chatbot, après j'en fais, je sais pas moi, un webinaire, des choses comme ça, un live et donc, je vais essayer de tourner le sujet d'une autre façon, de le peaufiner, et puis voir les gens qui comprennent, qui sont trop contents et cetera. Moi, ça me permet de me motiver, me dire: «Allez, Florian, OK, c'est peut-être un truc qui revient tout le temps, tous les ans, mais ça fait plaisir aux gens, ils comprennent, donc continue de faire ce que tu fais, quoi». Et il y a pas des moments où tu as envie de faire autre chose? Si, si, on parle que je suis passionné de micro-entreprise. Alors, je suis passionné d'entrepreneuriat. La micro-entreprise, c'est un des moyens pour accéder à l'entrepreneuriat. Mais, il y a des moments, ouais, ça m'est déjà arrivé dans ma carrière, de dire: «Stop, allez, j'arrête, à partir, quand j'aurai 30 ans et cetera, si je ne suis pas à 100 épanoui, j'arrête» et en fait, il y a eu des moments de ma vie qui m'ont donné un petit élan et là, je me suis dit: «Ah, c'est peut-être pas le moment d'arrêter», mais j'ai toujours des petits projets à côté qui sont en train de, on va dire, fleurir. Voilà, donc ça va venir. Il y a d'autres projets qui arrivent, rien à voir avec la micro-entreprise. Et tu peux nous en dire un peu plus ou non, c'est top secret? Si, je peux en parler, parce que j'en parle pas directement à ma communauté, donc parce que j'ai pas envie que les gens qui me connaissent déjà, me suivent sur un projet parce que c'est moi, mais je préfère qu'ils le suivent parce que c'est le projet qui leur plaît. En fait, je souhaite, mais ça a rien à voir, hein, de faire un journal de rêve. Mais journal de rêve, pas les rêves, genre, «Ah, je rêve de pouvoir aller au Guatemala», j'en sais rien. Mais les rêves qu'on fait la nuit.
Et quand j'étais petit, j'écrivais mes rêves et je me suis dit: «J'aurais aimé avoir un outil qui permette de retranscrire ses rêves». Donc en gros, je vais faire un genre de journal de bord de rêve où les gens vont pouvoir retranscrire leurs rêves, apprendre aussi à se remémorer et retranscrire leurs rêves. Et après, tu as un truc à remplir avec les personnages que tu as vus dans le rêve, si c'était le jour, la nuit, et cetera. Et comme ça, tu apprends toi-même à, alors analyser pas dans un premier temps, mais à retranscrire tes rêves. Voilà. Trop bien. Et ça, c'est quelque chose que tu fais, toi? Analyser tes rêves et essayer C'est ce de que je comprendre et de les contrôler, peut-être même? Alors, c'est ce que je faisais il y a fort longtemps, mais après le mental a pris le pas avec tout le boulot et cetera. Mais quand j'avais 15 ans, je le faisais beaucoup, à un point où j'avais un ami, avec qui je discutais pas mal et qui me racontait ses rêves et j'arrivais à lui dire la fin de ses rêves. Parce que quand tu commences à comprendre comment quelque chose fonctionne de temps en temps, tu peux commencer à faire des analyses. Demain, moi, je ne peux pas prétendre que si quelqu'un me raconte son rêve, je ne peux pas lui dire: «Tiens, tu as rêvé ci, parce que ça». Parce qu'en fait, chaque rêve, on a tous un langage, on va dire, onirique. Et donc du coup, il faut vraiment beaucoup plus de contexte, beaucoup plus de rêves pour pouvoir dire: «OK, je sais à peu près comment tu parles dans ton rêve». On va dire ça comme ça. Donc oui, j'analysais un petit peu mes rêves, j'en arrivais à savoir comment je rêvais, les différentes phases du rêve. Et après tu peux commencer à arriver sur des stades de lucidité, c'est-à-dire pouvoir contrôler ton rêve. Il y a plusieurs stades. Il y a le stade où tu sais que tu es dans un rêve, mais tu as pas contrôle, ou alors tu sais que tu es dans un rêve, tu as le contrôle, mais tu peux pas complètement tout changer. Donc il y a plein de stades de lucidité et ça, tu peux apprendre. C'est comme un muscle, tu peux apprendre à contrôler tes rêves. Moi, j'ai toujours été impressionnée par ces histoires-là, des personnes qui contrôlent leurs rêves et des personnes, enfin, tu as sûrement dû entendre parler de ça, qui témoignent. Alors pareil, il y a que leurs paroles font comme Oui. preuve, c'est sûr. Mais je sais pas, je me dis quand même, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de rêver à ça. C'est ceux qui voyagent autour du monde dans leurs rêves. Ah là ah oui, alors ceux qui voyagent ou alors il y a 2 choses. Est-ce que c'est ceux qui voyagent, c'est-à-dire qui sont dans leurs rêves et qui sont vraiment dans leur monde? Ou alors ceux qui font ce qu'on appelle la projection astrale, C'est c'est-à-dire de ça, pouvoir ouais. voilà, c'est ça? Ouais, les 2, je trouve ça impressionnant. Les 2, c'est qu'ils sont vraiment dans un rêve de lucidité et donc peuvent créer Oui. pleinement le rêve et tout contrôler. Donc imaginer qu'ils vont dans tel pays, etc. et vraiment faire tout ce qu'ils veulent. Et ceux vraiment un peu, je me rappelle un témoignage qui m'avait marqué, quelqu'un qui a un peu l'impression de voler au-dessus du monde. Et après, le lendemain, il se réveillait, il allait sur Google Maps pour voir si c'était vrai et il se rendait compte que oui. Donc pareil, ce n'est que sa parole qui est sa preuve. Mais je sais pas, je trouve ça cool Il y d'imaginer a que ça serait possible. il y avait une expérience qui était faite en France avec, le célèbre docteur qu'on voit, je sais plus, le magazine de la santé, enfin pas le nouveau, mais l'ancien, je sais plus comment il s'appelle. Ils avaient fait c'était une émission sur les pouvoirs du corps humain et il y avait quelqu'un, un Français donc, qui fermait ses yeux en pleine journée et ils avaient mis une affiche, un genre de tableau et cetera dans une rue. Et il a réussi un petit peu à décrire l'affiche, sans dire la couleur, parce que dans l'affiche, c'était en noir et blanc, mais il pensait qu'il y avait des couleurs. Mais il a réussi à deviner d'où venait le tableau, de quel artiste. Et ils n'arrivaient pas à l'expliquer d'où ça venait et cetera, comment il avait pu le deviner et cetera. Mais ce qui est bien, c'est que c'était assez réaliste parce que lui, il pensait qu'il y avait de la couleur alors qu'il n'y en avait pas, mais il avait quand même réussi à voir la forme et à deviner de quel artiste ça venait. Donc oui, j'ai envie de dire, oui, il y a beaucoup de il y a des, on appelle ça des retours d'expérience, il y a beaucoup de voici leurs paroles contre, celles de d'autres. Mais d'un côté, ça fait rêver. On se dit: «Tiens, Ouais. pourquoi pas?» Et je pense qu'il y a plein de choses mystères comme ça qui sont un peu inexpliquées et qui permettent un peu de se dire: «Tiens, on est curieux». Et je pense qu'il y a une part, à la fois de réalité, une part aussi pas d'imaginaire, mais je pense que c'est un petit mix des 2. Mais en tout cas, ça peut être super à expérimenter, quoi. Il y a un côté magique aussi. C'est Enfin, ça. moi, Ouais, j'ai ouais, ouais, c'est grandi, ça, ouais. génération, Charmed, les Winx, Witch et tout. Enfin, moi, je sais pas, il y a toujours ce truc où je me dis, «Ce serait cool qu'il y ait un peu de magie, un peu des choses, justement, elles sont inexplicables aujourd'hui, en fait». Enfin, si on montre, l'électricité à quelqu'un, du Moyen Âge, en fait, Oui, pour lui, c'est ça sûr. sera de la magie. C'est ça, tout à fait. Mais c'est comme le magnétisme, tu vois? Le Oui. magnétisme, il y en a qui on n'arrive pas à expliquer pourquoi certains arrivent à couper le feu et cetera. L'hypnose, c'est pareil, comment dans certaines opérations, chirurgicales, on arrive à utiliser que l'hypnose pour pouvoir, ne pas faire ressentir la douleur à quelqu'un. Le magnétisme donc, moi l'expérience à faire et moi je recommande à tout le monde. J'y crois enfin le magnétisme, moi j'étais un peu en mode: «Ouais, soigner le feu et cetera».
et un jour, je me rappelle, que mon père fait venir un sourcier parce Mmh. il y avait une maison, un jardin et tout, on voulait voir, et le sourcier, il vient avec son pendule et il a vient avec 2 barres de cuivre. Alors ça, c'est un truc, si vous avez des barres de cuivre, vous les pliez un peu en angle droit, et donc il Mais se c'est des baladait, et baguettes. quand les barres, elles se ferment, en fait, elles s'entrecroisent, ça veut dire qu'il y a Mmh. de l'eau. Et moi, je rigolais, je me dis: «Bah, c'est quoi cette histoire?» Il nous fait son baratin. Du coup, moi, je teste, je prends les barres de cuivre, je marche et là, ça se referme. Mais je fais rien, moi, je fais absolument rien. Ça marchait pas avec mon père, mais ça marchait avec moi. Et au moment, je dis à mon père, je dis: «Mais, il y a rien en dessous». Et là, il me dit: «Si, si, en fait, il y a les canalisations de la piscine». J'étais entre la piscine de mes parents et la maison, et il y a le tuyau de canalisation, donc d'évacuation de l'eau de la piscine, et cetera. Je me dis: «Mais c'est quand même fou», et je le savais pas moi. Mon père le savait, mais moi je le savais pas. Donc, là, je me suis dit: «Ah, il y a un petit truc». Voilà, il y a un petit truc. Ah, c'est cool. Mais ouais, enfin, il y a après c'est comme, l'au-delà, c'est comme, plein, Oui, plein oui, de oui, choses tout à en fait. fait, moi je suis hyper curieuse de tout ça. Enfin, c'est quelque chose, je suis curieuse. Je m'avancerai pas en me disant: «Je suis sûre, je suis certaine», mais je suis curieuse et en même temps, bah, j'ai vécu des histoires, j'ai entendu des amis proches qui m'ont raconté des histoires et puis on peut être témoin de plein de choses. Enfin, je veux vivre dans un monde où c'est possible en fait. Je suis d'accord avec toi, ouais, pareil, c'est pareil pour moi. C'est pas me dire, pas être hermétique et me dire, «Non, c'est impossible, j'ai pas envie d'y croire», et me fermer à ça parce que je pense que quand justement on veut totalement être fermé à quelque chose, parfois c'est là qu'il nous arrive des dingueries. Enfin moi j'ai entendu des histoires de personnes qui croyaient absolument pas et qui étaient contre et c'est là où ils vont dans une certaine maison, il leur arrive des trucs horribles. Moi, j'aimerais bien vivre des expériences comme ça. J'aimerais bien, chaque fois, je rencontre quelqu'un qui me dit: «Oui, je peux faire ci, je peux faire ça». Il se passe jamais rien quand je suis là, mais j'aimerais bien un jour pouvoir, ouais, expérimenter ce genre de choses, quoi. Je suis un peu pareil, mais j'avais été voir un magnétiseur quand j'étais très jeune parce que j'avais beaucoup de douleurs un peu partout et j'avais très mal vécu. Alors, c'était quelqu'un qui me soignait bien et qui avait une bonne réputation et tout et moi, je me rappelle que je m'étais sentie oppressée, très, très mal. Je l'avais super mal vécu, mais justement, je me dis: «Bah, en fait, il s'est passé quelque chose parce que sinon, je n'aurais pas été si mal», en fait et après, j'ai compris que j'avais une certaine sensibilité et j'ai été voir un énergéticien et il m'a expliqué qu'en fait, bah, j'avais comme une grosse boule d'énergie autour de moi qui était très, très énorme et je vulgarise un petit peu, et qu'en fait, c'est pour ça que je ressentais tout beaucoup plus D'accord, et que du coup, OK. j'étais beaucoup plus sensible que d'autres personnes, on va dire et je lui explique ce que j'avais vécu quand j'étais jeune. Il me dit: «Ah bah, ça m'étonne pas. Il a pas dû prendre de gants, il a pas dû prendre de pincettes, il a dû se coller à votre dos et bah, vous l'avez trop mal vécu. C'est comme si, je venais et je vous agressais, en fait». D'accord, OK. Et il Ah ouais, ouais. m'avait pendant cette première séance, donc il m'avait aidé, c'est quelqu'un qui en fait entend des mots dans son don, il entend des mots pour donner des explications à ce qu'il ressent et nous aider à comprendre ce qui peut se passer en nous. Et du coup, il entendait en fait, certaines choses et donc bah, il m'a aidée grâce à ça. Et et je lui avais rien dit. Je suis arrivée, je lui avais mais juste rien dit du tout sur moi. Je voulais tester justement vraiment dans cette curiosité et en même temps ce truc toujours un peu sur la réserve. Donc quitte à la fin je mets 60 € sur la table, j'ai envie d'avoir été un peu surprise quoi. Et donc D'accord, je lui avais rien dit de moi, rien dit de mon expérience et il pose ses mains sur mon ventre et là, il me dit des mots qui me vont en plein foie et qui touchent juste et là je me dis, «Ah oui». Ah et là je fonds en larmes, je dis: «Oui, vous avez raison». Et au final, cette personne, ben, elle a posé ses mains, elle m'a regardée, elle a discuté avec moi, puis c'est tout. Je suis sortie de là, je me sentais tellement mieux. Même le timbre de ma voix était plus doux, était plus posé. Enfin, je me sentais mais juste trop bien. Et je suis restée avec lui genre 1 heure. Et j'ai dit: «Waouh» et il m'a réconciliée, quoi. Je me suis dit: «OK, c'est bon, je suis d'accord. Je reviendrai le voir et je suis beaucoup plus ouverte à l'idée, d'aller voir des personnes qui ont des dons comme cela et du coup, totalement, rassurée de ma très mauvaise expérience avec le magnétiseur quand j'étais jeune, quoi. je pense qu'il faut tomber sur les, ouais, les bonnes personnes qui, bienveillantes, et le problème, c'est que c'est ça. Des fois, on va tomber sur des gens avec qui on va pas ça va pas matcher, ça va pas faire d'effet. D'autres avec qui ça va très, très bien fonctionner. En fait, il faut pas, s'arrêter à la première mauvaise expérience, et toi, tu as eu de la chance de tomber sur une belle personne à ce moment-là, quoi. Donc, c'est top. Et quand je suis retournée, le voir après, je suis retournée, je crois 1 ou 2 fois D'accord. et je me suis vraiment dit: «C'est fou comment, en fait, si j'étais fermée, si justement j'étais hermétique et que je voulais pas essayer de croire et j'y allais pas dans une position
de je veux changer les choses et j'ai envie de guérir, j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps, en fait, bah, j'aurais aucun bénéfice de tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris. En fait, je l'avais compris en allant voir le réflexologue, en allant faire des D'accord, thérapies, etc. Mais que j'ai pu poser des mots dessus en l'entendant dans un podcast. C'est qu'en fait, si tu vas chez un thérapeute, il y a l'idée de tomber sur la bonne personne, certes, mais si tu vas chez un thérapeute dans l'intention que c'est le thérapeute qui fera tout pour toi, qui fera tout le job, en fait, ça ne t'aidera pas. Et il n'y d'accord, aura aucun impact sur toi et sur ta santé. Pour ça, bah, tu as des médicaments que tu peux avaler. Et encore, on montre encore aujourd'hui, même dans les personnes qui guérissent du cancer, enfin, qui sont en rémission, etc., combien le mental et l'état d'esprit dans lequel on se met quand on essaye de guérir joue un rôle énorme. Et en fait, c'est vraiment quand tu passes la porte de chez un thérapeute ou que tu appelles un sourcier pour venir chez toi ou pour nettoyer ta maison, quelqu'un qui va venir faire le nettoyage ou quoi, si tu l'accueilles dans l'intention que toi, tu n'auras rien à faire et rien à accepter et rien à travailler, et que c'est cette personne-là qui doit tout faire le job et toi, tu as juste à fermer les bras et attendre que ça se passe, il se passera très peu de choses, voire rien du tout, quoi. d'accord. OK. Ah ouais. Quand tu prends conscience de ce truc-là, je trouve que ça change vraiment les démarches aussi quand tu vas voir quelqu'un. Parce que tu ne remets pas toutes tes attentes dans sa position et tu reprends aussi de la responsabilité. D'accord, alors moi c'est vrai que moi je là les seules fois où j'ai eu affaire à des gens, j'avais pas Mm. de questionnement. C'était plus en mode alors c'est peut-être pour ça que ça marchait pas des fois et cetera. J'étais un peu en mode, pas sceptique. Je me suis dit: «Beh, on va voir ce qu'ils vont dire» et j'attends de tomber sur la bonne personne qui va, beh, comme toi tu dis, il t'a dit des choses et cetera et tout qui étaient, enfin qui était assez sensible et assez, privé et pour l'instant, moi, j'ai pas eu l'effet waouh où je me suis dit, «Ah ouais, d'accord, là, il va cette personne-là m'a impressionné» et j'y vais plus en mode, dès que quelqu'un m'en parle, je dis: «Bah, ouais, on va voir, donne-moi le contact», je le contacte et puis, on va voir mais je pars de principe que ça va pas marcher ou qu'ils vont pas me sortir des trucs foufous. Alors peut-être c'est pour ça qu'ils bloquent mais c'est bien que tu le dises aussi que, ouais, il faut venir un peu en étant enfin préparé ou avoir au moins une minimum envie, quoi. Faut être acteur en fait, Ouais, ouais. Ouais, je ouais. pense. Mais c'est comme, tu vois, dans l'accompagnement, toi, tu peux donner tous les conseils à quelqu'un pour lancer sa micro. Si cette personne, elle s'y met pas, elle fait rien, peu importe combien elle t'aura payé, ça changera rien. C'est clair. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Du coup, tu nous as partagé ton projet du journal de rêve par rapport à ces rêves et à ce que tu as envie, bah, comment tu as envie d'aider les autres aussi à comprendre leurs rêves. Du coup, je veux revenir là-dessus. J'ai un peu l'impression que c'est aussi un bel outil de connaissance de soi, en fait, d'analyser ses rêves, pour apprendre à se connaître. Beh, c'est surtout ça, en fait. À la base, moi, l'objectif premier c'est, apprendre à déjà à retranscrire ses rêves parce que, analyser, on va pas il faut ça prend du temps. Ça prend du temps pour analyser et il faut vraiment se connaître et apprendre à savoir comment on rêve. Pour pas, tiens, il y a des gens qui vont dire: «Ouais, j'ai rêvé que, je sais pas moi, je me faisais, attaquer par quelqu'un» et cetera et donc du coup, forcément, ils vont trouver une image, négative. Ils vont dire: «Beh, ça veut dire que j'ai un petit souci avec moi-même et tout». Pas forcément, pas forcément et peut-être je prends toujours cet exemple-là. Imaginons que des fois, tu rêves que tu es dans un train et que le train va vite et que tu peux pas, trop bouger du train. Il est en mouvement, tu as pas le contrôle sur le train et cetera. Il fait un peu nuit et le rêve, il est un peu oppressant, heu, en fait et tu vas le faire souvent ce rêve, par exemple du train et peut-être que tu vas le faire dans une période de ta vie où tu es en stress et ça veut dire que chaque fois que tu rêves de ce train-là, que ton corps t'envoie un signal en disant: «Ah, il y a je passe un moment de stress». Des fois, on ne se rend pas compte, c'est le principe du burn-out. Il y a des gens qui sont dans des périodes de stress, ils ne se rendent pas compte et derrière, ils partent en burn-out et là, du coup, le rêve peut servir en disant: «Ah, mais si j'ai rêvé de train, dans cette genre de situation avec ces éléments-là, c'est peut-être que parce que mon inconscient m'envoie un message, je suis peut-être dans une source de stress et se dire: «OK, je vais essayer de travailler sur moi en disant: "Elle est où il est où le stress et comment je peux le régler?"» et donc pour moi, c'est comme ça que le journal peut servir. C'est-à-dire au début, c'est d'abord apprendre à retranscrire ses rêves et après se dire: «Beh, je sais que je fais ce genre de rêve à ce genre de période» ou alors c'est même combattre ou réussir des énigmes ou des épreuves dans les rêves. J'avais quelqu'un qui avait des soucis, pour dire les choses à sa famille.
pour dire des fois un genre de gros stop et cette personne-là l'a fait dans ses rêves et ça a permis de débloquer et derrière après elle a pu le faire dans la réalité. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, on ne sait pas comment le tourner et les rêves, c'est un super truc parce que c'est comme un jeu vidéo où on peut faire plusieurs scénarios et se dire: «Tiens, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas?» et cetera. Donc c'est pas une science infuse par contre, mais ça peut nous donner une petite truc de motivation pour, résoudre des problèmes, quoi. C'est vrai que moi, j'analyse souvent mes rêves, un peu en mode analyse de de comptoir de bar quoi, en me disant, «Bon, j'ai rêvé de ça, est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que, je dois le prendre au sérieux?» Et je sais pas, je me dis un petit peu: «OK, peut-être que ça veut dire quelque chose, peut-être ça veut rien dire». Et c'est vrai que, je m'y attarde pas forcément beaucoup. Par contre, je m'y attarde à partir du moment où c'est certains types de rêves qui ont tendance à se répéter. Enfin, les rêves qu'on refait et moi, j'ai pas forcément des rêves que je refais exactement les mêmes. Enfin, c'est tout le temps le même scénario, mais c'est en fait, si c'est le même scénario, mais avec, d'autres acteurs ou d'autres contextes ou, d'autres, moments de vie mais c'est le même schéma, en fait, qui va se répéter et j'ai 2 types de rêves là que j'ai très bien en tête parce qu'à chaque fois, ils me prennent la tête, et j'ai même limite l'impression que dans l'un de ces schémas, je vais pas rentrer dans les détails puisque je raconterai trop ma vie sinon, dans dans l'un de ces schémas de rêve, c'est limite et j'y pensais là il y a quelques jours, c'est pour ça que c'est fou qu'on parle de ça. C'est un peu comme si j'avais créé une réalité alternative à ma vie. En fait, dans cette réalité alternative, il s'est passé un événement qui est totalement différent que ce qu'il y a dans ma vraie vie. Et donc, quand je rêve dans cette réalité alternative, et ben, en fait, cet élément s'est passé. Et du coup, ça se passe comme ça dans cette vie, grâce à cet élément qui est différent. Et même dans cette réalité, je prends conscience, justement, un peu dans cette idée de rêve lucide, que dans cette réalité, cet élément est différent. Je sais que cet élément est différent et j'ai les souvenirs de mes rêves précédents dans ce nouveau rêve. Et c'est assez fou. Et j'ai pris conscience de ce truc-là que récemment, qu'en fait, je construisais un peu comme si j'avais construit un historique, en fait, dans ces rêves-là. Et je rêve pas de ça toutes les nuits forcément, c'est vraiment dans certaines périodes. Et là, ça fait longtemps justement que j'ai pas eu ce type de rêve. Mais vraiment, et c'est limite quand je me réveille, du coup, je suis en mode, ok, on est dans quelle réalité? Non, dans cette réalité, ça n'existe pas. Et Et c'est très, très perturbant. c'est non, mais c'est alors perturbant parce que toi, c'est pour toi, c'est nouveau et c'est un truc incontrôlé. Mais imaginons que tu aies, le choix, le contrôle de pouvoir te dire, «Tiens, cette nuit, je vais aller dans cette réalité, on va dire virtuelle», comme tu dis, enfin parallèle et de pouvoir, beh, résoudre des soucis de la vie de tous les jours. Je sais pas moi, tu as un souci avec des amis à toi, avec ton conjoint ou n'importe quoi et tu vas te dire: «Beh, tiens, je vais essayer de le résoudre dans cette, vie, on va dire parallèle». Voir est-ce que j'ai les mots, est-ce que j'ai je sais même s'il y a un petit événement qui t'a changé, mais ce petit événement, comme tu dis, permet aussi à ton cerveau de dissocier, comme tu dis, Ouais. le rêve de la réalité et ça, c'est il faut faire très attention ça parce qu'il y a certains après moi je sais et c'est peut-être pour ça aussi que ça bloque, si je pouvais faire à 100 que des rêves lucides, je passerais ma vie à dormir. Je préfère, largement la vie dans les rêves où tu peux avoir le contrôle de tout que, la une vie, on va dire, pas monotone, mais une vie, on va dire, Réel. ouais, une vie réelle classique, parce que moi, j'ai toujours été dans l'imaginaire de pouvoir me dire: «Waouh, voler, avoir des pouvoirs et cetera». Et là, on fait que marcher et nager et sauter donc voilà mais au contraire, toi, ça te perturbe parce que tu le contrôles pas, mais une fois que tu pourras le contrôler, tu pourras te dire: «Tiens, cette nuit, je vais aller, j'y vais pour aller, résoudre ce problème» ou alors juste t'éclater et ça, c'est bien parce que ça c'est ta façon de rêver, mais moi, je peux pas te dire: «Tiens, tu as vécu l'événement parce que ci, parce que ça». Non, c'est ta réalité à toi, la réalité, on va dire onirique, on va dire ça comme ça et c'est trop bien une fois que tu arrives à contrôler ça, tu y vas un peu quand tu veux pour résoudre des problèmes ou des situations, quoi. Donc moi, c'est des rêves que je voulais plus faire parce que en fait, ça me rappelle toujours que cet élément n'est pas arrivé dans ma vraie vie, tu vois? Donc ça me ramène à quelque chose de «négatif» entre grands guillemets D'accord. et du coup, là, tu es en train de me dire: «Non, vas-y, kiffe ces rêves, Beh, sers-en toi à ton avantage». Donc c'est cool, c'est une autre perception à la place d'être dégoûtée ou de me réveiller frustrée, plutôt de le voir autrement, quoi. c'est comme si je te disais: «Tiens, aujourd'hui, je t'offre la possibilité de, je sais pas moi, d'aller en claquement des doigts, d'aller dans un pays». Tu te téléportes, tu vois? Et tu as 1 semaine de vacances dans un pays. Est-ce que tu vas la refuser cette semaine de vacances et se téléporter, parce que tu te dis: «Ouais, mais après je vais revenir dans ma petite vie, dans ma petite ville et cetera». Non, tu vas te dire au contraire: «Non, autant que j'en profite, je vais pouvoir vraiment me déconnecter, en profiter». Alors oui, c'est vrai que, c'est un peu comme du sucre.
Si au début, un petit peu ça va, mais après, si tu commences à te dire: «J'ai ce truc-là», tu vas vouloir abuser de ça et te dire, «Beh, tiens, je vais faire que y aller, que y aller, que y aller». Et le truc du rêve, moi, ce que je te dis, enfin, utilise-le avec parcimonie. Ça veut dire qu'il faut pas le craindre, mais il faut te dire: «Maintenant que je suis au courant de ça, je vais pas en avoir peur. Par contre, je vais l'utiliser à bon escient pour dire: "Quand j'y serai, ça sera pour quelque chose d'utile". Donc résoudre un problème, encore une fois, et cetera et tout, et pas y aller tout le temps». Alors moi, je sais qu'il faut que j'arrive aussi à avoir ce truc d'y aller, mollo, mais si je C'est pouvais fais faire ce que que je des dis, rêves mais pas ce lucides. que je fais, quoi. Comment? Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, Mais quoi. alors c'est moi j'ai enfin ouais, mais c'est ça, mais c'est pour ça au contraire que j'avertis les gens parce que je me dis: «Moi je sais que j'ai ça à travailler». Ça veut dire que si Mmh. demain tu me dis: «Florian, je te donne la recette magique, tu as une pilule, tu la prends et tu fais des rêves lucides», plutôt que t'entraîner, aller faire machin chose, moi je prends la pilule, je prends la voie rapide, et je la prends, tous les jours. Si tu commences à me dire: «Florian, ça va détériorer ton cerveau», je vais réfléchir un petit peu, mais je vais quand même me dire: «Ouais, mais la vie dans les rêves, elle est plutôt cool». Mais par contre, si tu arrives à te sensibiliser en te disant: «OK, mais Florian, ça peut te avoir des dommages et cetera et tout», il faut que tu te dises: «OK, j'apprécie la vie que j'ai et je vais utiliser cette vie dans les rêves pour, beh, résoudre une énigme», quelque chose comme ça, mais avec parcimonie, quoi. Il faut trouver un juste milieu, une juste balance entre les Et 2. et du coup, toi, tu dirais quoi aux personnes qui ne se souviennent pas de leurs rêves? Parce que là, on parle du fait qu'on se souvienne. Enfin, moi, je sais que je me souviens plutôt bien Ouais. de mes rêves, même quand c'est totalement what the fuck. Mais du coup, toi, c'est aussi ton cas, tu te souviens bien de tes rêves, mais est-ce que tu as déjà rencontré des personnes, enfin, bon, moi, je sais que j'en ai dans mon entourage qui se souviennent vraiment pas de quoi ils rêvent. C'est limite, ils ont très très rarement des rêves et quand ils en ont, bah, justement, ça les perturbe beaucoup parce que, quand ils se souviennent de leurs rêves, c'est pas qu'ils en ont pas, mais qu'ils s'en souviennent, ça les perturbe beaucoup parce qu'en fait, en se réveillant, ils se disent: «Oui, mais ça, c'était non, c'était un rêve, c'était pas la réalité, quoi». C'est tellement «c'est rare» entre grands guillemets. Alors, je vais te poser une question, je vais te répondre par une question. Est-ce que tu te souviens OK. de, la date d'anniversaire de tes parents? Ouais. Voilà, pas moi. OK. Alors je suis un fils indigne, pour te dire qu'en fait, c'est toute une question à la fois de mémoire, que c'est encore la mémoire, c'est quelque chose qui se travaille, et moi, je me souviens pas forcément de tous mes rêves et en fait, pour se souvenir de ses rêves, il faut un journal de rêve. Ça va permettre en OK. fait que le matin, le premier réflexe qu'on a, souvent, c'est de prendre le téléphone. Déjà, une première chose, le fait de ne pas se souvenir de ses rêves le matin, c'est un réflexe naturel du cerveau. Comme tu l'as dit, c'était pour dissocier la réalité des rêves, pour Mmh. enlever ses souvenirs du rêve, pour dire: «OK, là, maintenant, c'est la réalité». Maintenant, si aujourd'hui, on prend le téléphone directement, on va encore pousser encore plus cette fissure et on va enclencher directement le cerveau à penser à autre chose. Donc c'est pas bon de prendre le téléphone. Par contre, si derrière, tu commences à dire le matin: on va démarrer le cerveau doucement et on va aller, retranscrire le rêve ou des brides. Au début, tu vas commencer par juste des: «Ah putain, je me souviens juste d'avoir rêvé d'une plage». Après, tu vas juste marquer plage. Après, tu vas te dire: «Beh, tiens, je me suis rêvé, j'étais une plage, mais avec du soleil» et cetera. Au fur et à mesure de tes rêves, tu vas te dire: «Beh, tiens, j'ai un mot, 2 mots, 3 mots» et ceux qui arrivent pas du tout, absolument pas à rêver, il y a des techniques pour ça. Soit il faut qu'ils connaissent un peu leur cycle de sommeil, parce qu'on a tous un cycle de sommeil qui est de 1 h 30. C'est des cycles de 1 h 30 où en fait, on arrive dans des phases de sommeil paradoxal, sommeil léger et cetera et il y a une phase, de rêve qui dure entre 13 15 minutes. Si on arrive à se réveiller juste après cette phase de rêve, on aura plus de chances de se souvenir. Donc il y a plein de techniques, qu'on peut donner aux gens pour, commencer à ça, mais c'est un peu comme faire du sport. Bah, on va pas s'amuser, moi si je devais faire le truc où le poirier là, je pourrais pas le faire. Par contre, si je m'amusais à le faire de temps en temps avec d'abord en me mettant sur le genou et cetera, me mettant avec un sur le mur, ce genre de choses, ça va m'aider et là, c'est pareil pour les rêves. Donc ceux qui veulent vraiment s'en souvenir et beh, du coup, il faut qu'ils fassent des petits exercices et comprennent un peu comment ils dorment, et se mettre dans les bonnes conditions. Le téléphone passe, à côté, à portée de main. Il faut mettre loin le téléphone. Des Non, petites mais choses c'est comme pas ça, quoi. OK, d'accord, bah, super intéressant. Je trouve ça trop cool qu'on parle de ça. Enfin, vraiment, c'est je pense que c'est vraiment un sujet, c'est sous-coté, en vrai, je pense. Exactement. Il y a personne, enfin, il y a des gens en France qui parlent des rêves lucides, mais le projet que j'ai là sur le journal de rêve, j'en ai pas vu. Et il y a un Suisse qui fait ça. Après, peut-être des Américains ou autres, mais en France, il y a des blogs qui parlent un peu de rêve,
Mais là, vraiment ce projet autour des rêves, parce qu'après, je vais en faire un podcast aussi, et cetera. Ah, trop Ah ouais, il bien! va y avoir tout un truc. Il va y avoir bon là, je tease un petit peu, mais en gros, les gens D'accord. pourront raconter leurs rêves et ça fera des épisodes de podcast, où les gens, beh, raconteront en 5-10 minutes leurs rêves et je pense que certains font des rêves de ouf et de pouvoir, les retranscrire comme ça dans des épisodes. Le soir, tu écoutes ta petite histoire, tu vois? Du rêve de quelqu'un, mais et toi, ça va peut-être mais aussi te pousser à rêver parce que tu vas entendre des gens qui parlent de rêves et tout, et le soir, plutôt que d'être sur ton Netflix et beh, tu pourras entendre le rêve de quelqu'un et cetera donc voilà. Ah, c'est trop bien. En plus, moi, je suis vraiment à la recherche d'un podcast à écouter le soir avant de dormir. Et ouais, franchement, je suis trop à la recherche de ça. Et bien voilà. J'ai cherché, j'ai un peu creusé pour trouver quelque chose d'intéressant. Et en fait, j'ai rien trouvé qui, moi, me convient. Je vais t'expliquer pourquoi. Peut-être ça donnera des idées aussi pour ça. Petit 1, parce que souvent, bah, il y en a beaucoup qui sont sponsorisés et donc ils ont de la publicité avant ou après. Et j'avoue que juste avant de t'endormir, alors je suis pas du tout contre le fait de monétiser son podcast, je trouve ça génial et c'est trop bien et c'est Mmh. important de pouvoir gagner des sous. Mais le truc, c'est qu'en fait, vraiment, à ce moment-là, ça me dérange vraiment. Vraiment, ça me perturbe beaucoup. Du coup, je trouve ça dommage parce que bah, au final, ça fait que moi, j'écoute pas et donc en fait, c'est dommage pour cette personne. Ensuite, je ne citerai pas parce que c'est pas le but de dire celui-là il est nul ou quoi, j'en sais rien. Mais d'autres où en fait, c'est des histoires qui sont lues, mais qui sont lues en fait avec une voix changée. Et en fait, ça me perturbe aussi. Je préfère des voix classiques, basiques, neutres, pour écouter une histoire avant de dormir parce qu'en fait, ça me stimule trop d'entendre quelqu'un qui transforme sa voix, qui fait des voix un peu particulières, etc. En fait, ça me stimule trop, moi. Ça vient trop activer mon cerveau de dauphin, parce que du coup, les chronotypes, je pense que tu connais. Et donc, moi, je suis dauphin. Donc, moi, le soir, en fait, j'ai besoin de vider au maximum mon esprit avant de pouvoir aller dormir et ensuite d'être le plus calme possible pour pouvoir trouver un sommeil vraiment réparateur. Et donc, ça me stimule trop et ça me fait réfléchir. Donc, non. Et après, donc, écouter des méditations, c'est cool. Le problème, c'est que sur les applications de méditation, ben, c'est une galère d'avoir la méditation en hors ligne. Et moi, je mets mon mode avion, en fait, quand je m'endors. Donc, en fait, après, il faut que je me réveille un peu après ma méditation, que je mette quand même le mode hors ligne. Enfin, bref, c'est trop complexe. Donc, si tu fais un podcast que je peux télécharger, écouter en hors ligne de 15, 20, 30 minutes avant de dormir, bingo, j'écouterai. Et beh, c'est trop bien. Beh, c'est ce que je voulais faire le podcast. Il y a plein de trucs. Il va y avoir des techniques. Par exemple, le soir, il va y avoir aussi des techniques de méditation. En gros, c'est d'induction ou autre. Par exemple, si tu me dis: «Ouais, il y aura peut-être un épisode de podcast sur, aujourd'hui, on va parler du rêve lucide, enfin, on va faire des techniques pour essayer de faire un rêve lucide» ou alors, une technique d'hypnose ou alors il va y avoir après des histoires des gens et du coup, je prendrai ma petite voix, une petite voix que je prends jamais, dans sur le micro BFLO parce que je suis toujours à fond et là, je parlerai comme ça en disant: «Bonsoir tout le monde, ici Florian, je vais vous parler aujourd'hui des rêves» et donc avec un peu de silence, avec une voix J'adore, il y a voilà. un super timbre de voix, je suis fan. Je pense que là, Et tout je le me monde rends se pas dit: compte, «Waouh, Flo, waouh, mais pas mal la voix». je me rends pas compte de ma voix. Enfin, alors les gens se rendent compte, mais moi, j'ai horreur de m'entendre. Alors déjà, quand je m'entends sur, YouTube et tout, je passe en limite x2. Mais là, par exemple, je viens de te faire bon, j'ai fait un peu la voix du séducteur, tu vois, comme ça. Mais du coup, je me rends pas compte, l'effet que ça donne et les gens, des fois, me disent, beh, ce que tu viens de me dire. Mais moi, je me rends pas compte. Je me dis: «Non, j'ai juste fait une petite voix marrante». Mais, je vais faire comme ça une voix posée. Ça va m'apprendre aussi à me poser parce que je parle beaucoup enfin, je parle assez vite. Mais du coup, parler le soir en disant, «Bon, on va parler de l'histoire de Martin. Martin, il va nous parler ça». Tu vois? Je vais vraiment poser la voix où le soir, le but c'est de déconnecter. Voilà, se déconnecter ensemble et voyager ensemble. Voilà, c'est ça. Et là, si tu dis aux gens, «Ce soir, on va se poser, on va voyager ensemble». Tu vois? Avec un petit timbre, ça, au moins les gens seront posés et je trouve que ça sera la petite déconnexion des gens, ça sera trop cool. Voilà. J'aime trop ce projet, franchement, si jamais tu as besoin d'une voix aussi pour aider, avec grand plaisir. Mais un peu le même, souci que toi, j'en ai déjà parlé, hein, sur le podcast, mais moi j'avais un gros problème avec ma voix. Ah ouais? Je l'ai vraiment ouais, vraiment très peu aimé ma voix et c'est ce qui m'a aussi fait, retarder le projet podcast, parce que moi le projet podcast, je l'ai en tête depuis 2018.
Ah oui, Donc bien avant, de vouloir me lancer dans l'entrepreneuriat, enfin si je voulais déjà me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je savais pas trop ce que j'allais faire. d'accord, Donc il y a vraiment au tout enfin finalement un peu au début du podcast, français, que ça a commencé un peu à avoir l'essor. Je voulais me lancer, j'avais trop envie de faire ça et je me suis, vraiment cette peur, hein, cette croyance de me dire: «J'ai pas la voix pour». Et d'accord, je me suis vraiment réconciliée avec ça quand j'ai commencé à me dire: «Ose, tente-le». J'ai fait des audios, que j'ai fait des exercices de visualisation pour mes clientes et cetera et que justement, j'ai commencé à avoir des super retours sur ma voix et on m'a commencé à me dire: «Non, ta voix est trop bien, je l'adore, elle est douce, elle m'apaise». Donc elle est pas exactement pareille quand je suis là en conversation que quand je ouais, suis posée un peu comme toi. On travaille tous un peu sa voix quand on cherche à détendre l'autre. oui, Et là, j'ai commencé à me dire: «OK, en fait, si tu peux le faire, tu as le droit». Et ce que tu pensais être, un problème n'en est pas un. Au contraire, c'est apprécié. Alors je me suis dit: «Il y aura peut-être toujours des personnes qui n'aimeront pas ma voix» et ça, c'est le cas pour tout le monde. Il y a toujours oui, des gens comme ça, lambda, en fait, tu pas leur voix, tu sais pas pourquoi. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment empêchée de faire certaines choses, d'accord. qui m'a vraiment, vraiment bloquée et je pense que je suis restée bloquée à cette voix que j'avais, plus jeune encore, parce que j'ai déjà une voix aiguë et plus jeune, j'avais une voix encore plus aiguë et je suis restée bloquée à ce qu'on me disait, en fait, à ce moment-là, sur ma voix et ce que moi je me disais et même quand je m'entends faire des audios WhatsApp, je réécoute des audios WhatsApp que j'ai fait, mais je déteste ma voix, je ne me supporte Ah ouais? pas. Tu Ouais, vois? c'est fou et pourtant quand voilà et quand je fais le podcast, je sais que j'essaye quand même de me poser un petit peu plus, d'avoir la voix un petit peu plus posée que quand je suis juste, en conversation à l'arrache, en envoyant des audios à mon mec ou à ma sœur, quoi. Mais ouais, c'est fou comment on n'a pas conscience de sa Ouais, propre voix et des effets qu'elle peut avoir sur les autres et je peux t'assurer que ta voix bien posée, elle aura un super effet, apaisant et bien sympa. Donc eh beh, merci fonce. beaucoup, merci beaucoup. On le verra quand je lancerai le truc, je verrai les retours, mais il me tarde en tout cas. Ça va être trop bien. En tout cas, c'est un super projet. Enfin, moi, j'ai hâte de suivre ça. Merci pour un peu cet exclu, du coup. Je pense que tout le monde va être surpris et dire: «Ah ouais, trop, trop bien». Maintenant qu'on a parlé des rêves, qu'on a parlé, bah, ce projet de podcast, de journal de rêves, je trouve ça trop bien. Je pense qu'on aurait pu faire un épisode entier, en fait, sur ce sujet parce que C'est clair. je crois que j'ai encore d'autres questions, mais je me dis: «OK, on va parler d'autre chose». Tu m'as dit tout à l'heure dans ta présentation que tu as vécu plusieurs années à l'étranger, à Stockholm. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, tu es partie à l'étranger? Pour quelle opportunité? Professionnelle peut-être? Et bah, comment ça a été un peu cette expatriation? Je trouve ça trop intéressant. Alors en fait, j'avais fini, je pense que c'était après mon bac, je savais pas trop quoi faire et cetera et il y avait une, je sais plus si c'était mon bac, je pense non pardon, peut-être c'était mon BTS, je sais plus. Il y avait une, société qui permettait de partir à l'étranger, un peu tout frais payés, mais derrière il fallait qu'on fasse un stage à l'étranger, donc c'est ce que j'ai fait et je cherchais un pays pas trop chaud, donc moi j'ai horreur à la chaleur. Au début au-dessus de 25 degrés, pour moi, je commence à fondre. Non, j'aime pas du tout ça. Après le soleil, pourquoi pas, mais quand il fait bon je cherche aussi un coin de nature et c'est une amie qui m'a dit: «Mais Florian, va en Suède, vraiment, moi j'y suis allé, c'est trop bien, nature, et beau temps et il fait un peu froid et cetera» et après le problème de l'hiver là-bas suédois, c'est que, c'est comme s'il y avait 6 mois d'hiver, 6 mois, on va dire, d'été très doux. Mais il y a très, très peu de soleil l'hiver. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en été. C'est vraiment, en gros, l'hiver, tu peux avoir 1 heure d'ensoleillement et l'été, c'est l'inverse. Tu peux avoir 1 heure de nuit, quoi, c'est tout. Mais la nature est incroyable là-bas. J'étais en capitale. Dans la capitale, tu fais quelques pas, mais quand je dis quelques pas, c'est pas prendre ta voiture. Tu fais quelques pas, tu arrives dans un parc assez grand pour être isolé et en fait, tu entends plus les voitures autour. Tu es dans la nature, quoi. Parc ultra propre, les gens super respectueux et cetera et pourquoi du coup, je me suis dit: «Beh, tiens, on va y aller». J'y suis allé, trop bien passé. Première fois que je prenais l'avion et cetera. J'ai même atterri, j'étais dans le cockpit. C'était un moment où ils nous faisaient encore, des surprises comme ça, avant qu'il y ait eu les petits soucis, après. Mais sinon, ouais, il m'avait fait monter un cockpit pour faire l'atterrissage et cetera et tout et j'ai tellement adoré ce pays. Il est un peu froid, c'est-à-dire enfin froid en il faut soit aimer bien l'alcool pour, sympathiser avec les gens, soit, vraiment rentrer dans des cercles un peu de sport, des choses comme ça,
jeux de société, des petits cercles comme ça de groupes, de clubs pour commencer vraiment à se faire des, on va dire, des amis suédois. Après moi, j'avais la chance de travailler dans une boîte qui était franco-suédoise, donc il y avait vraiment les 80 c'était des Français. Donc j'avais ce côté où on sortait, voilà, et cetera. J'ai vraiment adoré ce pays. Je serais capable d'y retourner, soit, que l'été, pour pas avoir l'été français, soit y vivre directement. Mais après y vivre, c'était quand même isolé socialement parce que ma communauté, elle est en France, et cetera. Si je veux rencontrer des gens, c'est en France. Et par exemple, que ça soit le truc de la micro flow ou des rêves, ça serait un peu plus difficile, pas impossible, mais un peu plus difficile de le faire depuis Stockholm, quoi. Donc une belle vie là-bas. Et tu as toujours des liens avec des personnes qui vivent là-bas, toujours du contact, ou, Non, parce que les personnes avec qui j'avais, très, très bons liens, ils sont ah si, il y a certains qui sont restés à Stockholm, mais sinon, c'était des gens qui aussi ont l'habitude de bouger, d'aller dans d'autres pays. Donc j'ai gardé des liens forts avec des gens qui sont un peu partout dans le monde, qui étaient à Stockholm, que j'ai rencontrés à Stockholm et qui sont un peu partout dans le monde. Mais des liens, on va dire, sociaux, avec, où je peux aller crêcher, mais des liens où je peux vraiment, tiens, on va faire des activités ensemble, et cetera, non. Mais après moi, je suis assez sociable, donc en gros, je peux aller dans un pays, des fois je me balade dans des pays et après je rencontre des gens, donc c'est plus des connaissances après. Donc voilà. OK. Et tu faisais quoi comme métier, du coup, quand tu J'étais travaillais là-bas? social media manager. En gros, je m'occupais de la stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que moi, j'étais anti Facebook. Genre, je pense que c'est 1 an et demi avant de partir là-bas à l'étranger. J'étais anti Facebook et je disais à tous les gens que je connaissais: «Moi, Facebook, jamais, jamais je serai dessus». Et là, un jour, donc cette boîte-là m'appelle pour me dire: «Florian», j'avais fait un stage chez eux et après je suis revenu en tant qu'employé et ils m'ont dit: «Ah Florian, là, on ouvre un poste en communication, faut gérer notre Facebook et tout». Je dis: «Bah, OK, let's go, j'arrive». Et en 2 ans, je leur fais, monter Facebook à 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Je deviens limite, je suis payé par Facebook pour faire des genres de mini webinaires, pour expliquer comment fédérer des comités sur Facebook. Donc le petit jeune qui jamais Facebook, il a fini par être payé par Facebook, pour, ses connaissances, son expertise. Mais du coup, voilà, c'était une boîte qui accompagnait les micro-entrepreneurs. C'est comme ça aussi j'ai connu un peu le truc, OK. qui accompagnait, qui, aidait à la création et qui proposait un logiciel de facturation derrière. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai connu, la micro-entreprise, enfin l'auto-entreprise à ce moment-là, quoi. D'accord, et c'était une entreprise suédoise qui accompagnait les franco-suédoise qui accompagnait les Fran entrepreneurs franco-suédois ou Non, non, français? non, français, c'est-à-dire en gros, la boîte a été créée par 2 Français dont, leurs parents, il y a une partie est suédois et ils se sont dit: On va profiter de la technologie, on va dire suédoise». Donc l'ambiance, le côté start-up et tout à la suédoise qui est vraiment, complètement différent de ce qu'on peut voir en France et on va juste s'installer en Suède, pas pour des raisons économiques parce que du coup, c'est autant, voire un peu plus taxé sur certains trucs qu'en France, mais c'est pour le cadre de vie et ils se sont installés à Stockholm et ça a très bien fonctionné et la boîte a très vite grandi et mais par contre sur le marché français, donc c'est comme si, c'était une boîte française, mais là, elle était en Suède et c'était pour les gens qui, en France, voulaient créer une auto-entreprise. Donc ouais, ouais, franchement, c'est une belle, c'est un beau pays, c'est une belle ville. C'est difficile un peu socialement, mais je veux dire que le côté culture, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et c'est quoi, en fait, les grosses différences que tu disais que, ce n'est pas pareil du tout qu'une start-up française? Enfin, c'est quoi les grosses différences dans le monde du travail, en fait, entre la Oh, France et la Suède? en Je sais tout pas, un top 3, tu vois? ah ben, je vais te donner un exemple tout bête. Mais vraiment le truc, on était dans un business center. Un business center, c'est un endroit, c'est un gros immeuble où il y a plein, plein, plein d'entreprises qui se croisent et cetera et on était en dessous des bureaux de PayPal et de Leboncoin suédois. Leboncoin, c'est pas que français, c'est un énorme truc. Et là, c'est une filiale de Leboncoin, mais en Suède, et cetera, qui s'appelle Blocket. Et en fait, le truc qui est fou, il y avait donc une grande cantine et il y a des frigos pour prendre la nourriture. Les frigos sont pas cadenassés. Tu peux les ouvrir comme tu veux. Et en fait, par exemple, les frigos, tu as des plats préparés. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu ouvres le frigo, tu rien, tu pas de clé pour l'ouvrir. Tu ouvres le frigo, tu prends ton plat, tu as une scannette, tu scannes
et après tu payes directement. Tu avais ça, tu avais la première de et la même chose, tu avais sur le plan de la cuisine, tu avais, en gros des barres chocolatées, barres céréales et cetera, et tu avais une petite tirelire où tu mettais tes petits sous. Mais tu avais les barres céréales qui sont en libre accès, quoi. Ça, tu mets ça en France, je suis désolé de le dire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Au bout d'un jour, 2 jours, tu as du vol, tu as des trucs comme ça. Et les Suédois, ils sont en mode, ils sont très, alors je dis pas qu'en Suède, c'est tout beau, tout clean, mais par rapport à la France, il faut quand même le dire, sur cela, ça tenait bien, ça marche sur la confiance. Tu avais aussi des frigos anti-gaspi. Tu as une marque qui s'appelle Karma qui fait aussi un peu ce qu'on fait dans Too Go To Go, mais eux, c'est des frigos en libre accès dans des villes, et du coup, pareil, tu ouvres, tu scannes ton truc et tout, et tu peux utiliser une application directement pour récupérer juste ton produit, mais tu as le frigo qui est ouvert, tu as tous les produits que tu peux récupérer. Normalement, tu es censé récupérer que le tien. Tu mets ça en France, pareil, c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait en France, ils ont essayé de se mettre en France, mais ça a pas marché, et voilà, c'est une question de culture. Tu peux te balader à 2 heures du mat je parle pour une nana, en petite tenue, décolletée et cetera. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de risques qu'il t'arrive quelque chose. Je dis pas que c'est zéro, mais qu'en France. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi alors je le dis dans le podcast, mais de sortir de boîtes où j'étais, éclaté complètement, à en finir à limite, pas, moment ça m'était vraiment arrivé, je m'étais vraiment mal mis, mais je l'aurais pas fait en France, et ça m'est arrivé de me retrouver, par terre à pleurer parce que moi, des fois, quand je suis bourré, je pleure, des fois, ça m'arrive, et du coup, à ne pas savoir où je suis et cetera. Je sais qu'en France, je me serais peut-être fait voler et cetera et tout, ou j'en sais rien dans quelle situation, et là, trop bien, à un moment, j'avais perdu mon porte-monnaie. Le lendemain, j'ai quelqu'un qui m'appelle: «Bonjour, j'ai trouvé votre porte-monnaie, voilà, si vous voulez le récupérer». Mais c'est trop bien, merci. Donc ah ouais, ouais, donc il y a plein de petits trucs comme ça. Après, ils ont un peu leurs défauts aussi, c'est trop sur la confiance et cetera, mais sur ce point-là, c'est safe, vraiment. Donc C'est fou. ouais. Et dans les conditions de travail en elles-mêmes, enfin, j'avais vu des témoignages où vraiment il y a une compréhension de devoir prendre des congés par rapport aux menstruations qui est beaucoup plus Oui. possible, ce qui est juste impensable en France. Enfin, vraiment, enfin, ils commencent à en parler là, tout Oui. juste, on commence à avoir ce genre de débat-là. Mais du coup, voilà, moi, ça m'avait marqué. Je me dis, ah ouais, le nombre de fois où ça m'aurait juste mais, sauvé la mise, quoi, de pouvoir dire, là, je peux juste pas me présenter, c'est impossible parce que je suis juste par terre dans ma salle de bain en boule. J'ai réussi à faire ça qu'une fois dans un de mes boulots où mon patron était génial, hyper compréhensif, et je le mettais pas dans la galère, où je lui avais envoyé un message le matin, je lui avais dit, je suis en boule à côté de mes toilettes, je ne peux pas bouger, c'est impossible pour moi. Je vais pas pouvoir venir tout de suite, je viens dès que je peux. Il m'avait envoyé un message, il dit reste chez toi, t'en fais pas. Et je me suis dit waouh, j'ai trop de chance. Et c'est un seul travail j'ai travaillé dans une dizaine de boîtes sur des petits contrats où ça a été possible, tu vois. Donc ouais, moi ça m'avait marqué ce truc-là, c'est pour ça que je te demandais si tu avais pu voir ce genre de choses, ce genre de compréhension, un truc un peu plus humain en fait finalement. Et beh, pour te dire, en Suède, déjà tout ce qui est congé maternité, tu as les congés parental. Congé parental, je ne sais plus combien il est en France, il faut que je vérifie, mais le congé parental, en Suède, il est de 1 an et demi, 480 jours à peu près. En France, je sais plus, 1 an maximum, et en fait, en plus, ce qui est bien, c'est que tu peux, le congé maternité, il peut aller même jusqu'à 2 ans et cetera, et le congé parental, tu peux l'échanger en fonction, beh, tu vas en donner plus au conjoint ou la conjointe et cetera et tout, et ça se partage un petit peu, et tu peux vraiment le prendre de façon, imaginons que tu es au boulot, tu dis: «Beh, tiens, je vais pas prendre des congés payés, je vais prendre mon congé parental». La boîte ne peut pas faire grand-chose par rapport à ça, c'est comme ça, on appelle ça du papa lédigue ou des choses comme ça, maman lédigue, mais tu as ce côté-là où c'est très sur le bien-être des gens. Le bien-être des gens, il y a pas ce truc on va te fliquer, on va te surveiller et cetera et tout. Si vraiment tu es mal, beh, va pas bosser, viens pas bosser, ou en télétravail ou des choses comme ça. Donc ils sont très sur la santé, même si leur système de santé est pas top top, pas top du tout. C'est peut-être pour ça qu'ils sont bien obligés dans le monde du travail de faire attention. Fais attention au moindre truc, c'est clair. Mais c'est vrai que ouais, ouais, sur ce côté-là, ils sont très, sur le monde le monde du travail. Pour te dire, même, il y a un ministère, je vais pas dire de bêtises, je pense que c'est un ministère de l'égalité,
Non, pas de l'égalité hommes-femmes, attends, ministère de la mixité, je pense. Je pense que c'est Suède, c'est un ministère de la mixité. Faudrait que je retrouve le truc. Mais ouais, ils font vraiment hyper attention à tout ça ou des égalités, je sais plus du tout comment on appelle, mais c'est pas un ministère qu'on n'a pas en France, c'est un ministère qu'on n'a pas en France, mais ouais, ils font hyper attention à tout ça, c'est et la politique du télétravail était déjà avant le covid. Donc quand il y a eu le covid, bah, pour te dire la responsabilité, le premier ministre, il a juste dit: «Bon, vous savez qu'il y a une petite maladie, un petit virus qui se balade, vous êtes grands, vous êtes responsables». Je te jure, il a sorti ça. Alors qu'en France, Emmanuel Macron avait sorti un discours en disant: «Faites attention, gna gna gna». Nous sommes en guerre. Voilà, nous sommes en guerre. Le week-end, tout le monde était sur les terrasses. Alors qu'en Suède, dès le lendemain du discours, ben il y avait les plexiglas partout. Les gens déjà, ils se disent pas trop bonjour en se faisant la bise. En fait, c'est du bonjour de loin ou des fois juste un câlin ou un truc comme ça. Mais sinon, ouais, ouais, non, non, ils sont assez responsables sur ce point-là, quoi. Donc, ouais, Ah, ouais. super intéressant parce qu'en fait, ça montre qu'une société peut fonctionner comme ça. Parce que, Oui, tu vois, il y a beaucoup de détracteurs quand tu essayes de parler de bien-être au travail. Moi, j'étais beaucoup confrontée à ce genre de conversation, puisque si tu connais un peu ce que je fais, c'est fait partie de l'une de mes batailles, de dire, venez, on est mieux quand on travaille au bon moment pour nous, dans des ouais. bonnes conditions. Si, en fait, ça sert à rien de travailler, si on n'est pas en état de travailler autant, se reposer pour ensuite être bien plus en forme pour faire le travail de la meilleure des façons, et cetera, et cetera. Et donc, j'ai beaucoup été face à des personnes qui disaient, mais en fait, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner comme ça, le monde ne tourne pas comme ça. Enfin, voilà, beaucoup de phrases un peu toutes faites pour expliquer qu'en gros, si on faisait comme ça, en fait, l'économie s'effondrerait, en fait. En gros, ça serait la catastrophe, ce serait la fin du monde. Ouais, mais c'est non, pas forcément. Après, je pense que c'est une question de culture. Je veux dire, en France, par exemple, ce que je t'ai dit par rapport au libre-service, ça peut marcher dans certains endroits, ça peut marcher dans certaines boîtes. Mais c'est comme, par exemple, l'argent. L'argent là-bas, c'est absolument pas tabou. C'est-à-dire que tu peux savoir combien gagne ton voisin juste en ayant son nom, son prénom. Parce que toutes les informations sont un peu en libre accès et en France, moi, j'ai du mal. Moi, j'ai aucun problème à dire combien je gagne, je fais aucun problème à rentrer mon compte bancaire et même maintenant que je suis en société, c'est assez marrant. Sur LinkedIn, à un moment, je dis aux gens, «Tenez, voici mon pré-bilan». En gros, je leur montre, et j'ai des gens qui m'ont dit: «Mais Florian, pourquoi tu montres ces informations?» Je dis: «Beh, parce que j'ai rien à cacher». Genre, «Voici mon bilan». Donc, ils montrent vraiment la santé financière de la société. Personne ne fait vraiment trop ça. Alors, les sociétés, certaines doivent publier les comptes et cetera. Le chiffre d'affaires annuel d'une société, il est disponible normalement. Oui, sauf ils peuvent le cacher. Dans certains cas, on peut le cacher, mais du coup, moi, j'ai aucun problème, je vais le montrer. Il y a quelqu'un qui m'a dit: «Florian, ne le fais pas parce que du coup, sinon tes fournisseurs, les gens avec qui tu travailles vont soit te demander de baisser les prix ou autre» et je lui dis: «Beh, non, mais si c'est ça, s'ils négocient avec moi, je veux plus travailler avec eux, c'est tout» et tu vois, c'est ce truc du: «Ne montre pas» parce que du coup, il y a des gens qui vont. S'en servir contre toi. Ouais, exactement. Alors que c'est pas en mode: «Tiens, c'est Florian, c'est bien ce que tu fais, ça montre de la transparence, c'est trop cool» et c'est pour ça qu'on a une culture en France où il faut pas parler d'argent, moi, quand j'ai un ami qui est pas du tout entrepreneur, quand je lui ai dit à un moment que j'avais gagné, je sais plus moi, c'était 8 000 ou 10 000 € dans le mois de chiffre d'affaires, hein. Il me dit: «Ouais», alors on est allé manger au resto et il me dit: «Ouais, mais de toute façon, c'est Florian qui va payer, il gagne 10 000 € par mois». Je lui dis: «Alors, tu pas trop compris Attends, comment ça attends, marche le attends, chiffre d'affaires». attends. Ouais, c'est ça. Viens, on sort la calculette. Mais c'est ça, exactement et puis même, enfin, je veux dire, enfin, moi, j'ai décidé cette vie-là. Après, j'ai pas de chômage, j'ai pas sa protection sociale à lui et c'est ça que les gens se rendent pas compte donc ouais, on a un gros souci de tabou avec l'argent, avec plein de trucs en France et qui est dommage. Mais je pense que ça commence à évoluer et il y a encore des Oui, personnes avec qui on peut en discuter sans problème, quoi. bah, après, voilà, on n'est plus la même génération. On a enfin, en vrai, on va pas dire le contraire. On a une grosse influence dans notre génération étrangère, de la mondialisation. Donc les chocs des cultures commencent un peu à se briser, on va dire, parce que justement, on est une génération pour beaucoup, on a déjà pas mal voyagé, connu d'autres façons de parler, d'autres façons de faire. Donc en fait, on vient se nourrir de tout ça et on n'est plus seulement influencé par notre quartier ou par notre village, quoi. C'est ça. Donc clairement, je pense que ça bouge, mais encore, ce qui manque, c'est un manque d'information. Et ça, c'est l'une justement de tes missions dans ce que tu fais.
c'est donner accès et libre droit à l'information pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Et moi, je pense que c'est l'un des gros problèmes aujourd'hui dans toutes nos problématiques en France, c'est le manque d'information. Que ce soit lié à l'écologie, on manque d'information, que ce soit lié justement aux sous qu'on gagne, à l'argent, c'est le manque d'information. Comment faire justement pour gagner plus d'argent? Comment faire pour épargner, pour devenir propriétaire, pour monter son entreprise, c'est ce manque d'information. Je discutais avec un jeune il y a quelques jours, en début de semaine, vu qu'actuellement j'ai repris un 35 heures, moi justement, parce que j'avais besoin d'argent pour D'accord. vivre. Donc j'ai repris un 35 heures et à côté, j'ai toujours bah, voilà, le podcast, je me lance sur Twitch. D'ailleurs, je le dis ça parce que je me suis déjà lancée quand vous écoutez cet épisode. Rejoignez-moi sur Twitch, Flow Libre. Et en fait, donc, je discutais avec lui, il a 17 ans, et en gros, m'expliquait son père et fait déjà de l'import-export, enfin qu'en gros, il a sa société, tout ça, qui travaille déjà en indépendant. Et moi, je lui dis, Oui, bah voilà, moi j'ai créé ma boîte, j'ai mon entreprise. Et je dis ça maintenant, vu que on me voit en tant que vendeuse. Bon, maintenant, je dis, bah en fait, ce que je fais à côté, c'est que j'ai mon entreprise. J'ai pas forcément tout ce que je fais. Et en fait, bah, il me dit, oui, mais comment t'as fait? Et cette question, en fait, elle m'a un peu perturbée. Parce qu'en fait, il m'a pas dit, ah, c'est cool, c'est trop bien. Bon, du coup, qu'est-ce que tu fais exactement? Sa première question, c'était comment tu as fait? Je dis, bah, d'accord. j'ai créé mon entreprise. En fait, je savais Ouais. pas comment répondre réellement. Et j'ai pensé à toi, justement. Je me dis, bah, j'ai suivi le tuto de Florian. Parce que tu m'avais aidé à monter mon entreprise, tu m'avais redit bien toutes les étapes, comment faire et tout. Mais je me dis, en soi, cette information, elle est libre d'accès, tu vois. On peut trouver facilement sur Internet comment ouvrir sa micro-entreprise. Donc, je lui dis, bah, en fait, j'ai créé mon entreprise. Il y a des démarches à faire sur Internet, des papiers à remplir. Et puis, tu sais, j'arrive même plus à me souvenir exactement ce que j'avais fait ou pas fait. Tu vois, c'était trop vieux pour moi dans ma tête. Et vraiment, ça m'a perturbée parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce qui le perturbait, c'était pas l'idée que j'ai ma boîte, Oui, c'était comment j'avais fait pour l'avoir. d'accord, Et OK. c'était, tu vois, ce raisonnement-là où je me suis dit, bah, il a 17 ans, et en fait, ce qui le perturbe, c'est pas le fait que moi, je sois là et que j'ai mon entreprise et qu'en plus, j'ai un 35 heures à côté et que je gère les deux. Moi, c'est ça qui me Ouais. perturberait, tu vois, si je discute avec quelqu'un, c'est, mais comment tu fais pour gérer les deux, allier les deux et tout ça? Non, c'était comment j'avais fait pour créer mon entreprise. C'était ça qui le perturbait. Et en fait, ce que je me rends compte souvent dans plein de choses de la vie, des projets ou quand j'accompagne des personnes, c'est que ce qui va bloquer les personnes, et même parfois moi la première, hein, à passer à l'action, c'est pas le pourquoi ou le moment où tu vas finir par réussir à réaliser ton projet, c'est le passage à l'action de cette zone floue de comment je fais de passer de maintenant je n'ai rien à j'ai commencé mon projet. Comment les démarches, l'administratif ou juste le fait de se lancer, ou par exemple, tu vois, là, je vais me lancer sur Twitch, j'ai un tas de trucs à gérer et à faire et à créer et à remplir et à programmer et à faire, tu vois. Et c'était une vraie étape. Mais quand je me suis dit, j'allais me lancer, je me suis juste dit, bah, en fait, il faut juste que je me concentre sur le moment où je me lance. Parce que si je pense à toutes ces techniques, ça va me décourager, c'est sûr et certain. Donc, faut y aller petit à petit, quoi. Donc, voilà, c'était cette réflexion sur le manque d'informations qui permettent de rendre accessibles tous les projets possibles, quoi. Et beh, c'est clair, enfin, moi, c'est pour ça que j'adore ce que je fais dans la micro-entreprise, c'est pouvoir dire aux gens: «Mais moi, je te donne les outils, les moyens, la main». Après, par contre, ce qui va être compliqué et c'est ça qui, pour moi, devrait être, le cheval de bataille de beaucoup de gens, c'est pas s'expliquer de comment on lance une boîte, c'est comment on la fait tourner. Parce que trouver les clés. Exactement. Voilà et ouais, exactement parce que, je vais prendre l'exemple du vélo et on va tout le monde, on va imaginer un vélo et cetera. On se dit: «Beh, tiens, ouais, comment tu fais pour faire du vélo et cetera et tout?» Beh, se mettre en selle, c'est une chose. On va aussi tu peux pousser la personne sur le vélo, mais si la personne va pas pédaler, le vélo, au moins, il va tomber. Donc, c'est un peu là pareil pour la boîte. C'est pas la question de comment tu tiens sur le vélo, c'est enfin, comment tu tiens sur le vélo? Pourquoi tu tiens sur le vélo? Mais c'est comment tu arrives à pédaler plutôt, c'est surtout ça. Et c'est ça qui devrait être important aux gens de se dire: «Beh, je vais apprendre à pédaler, à regarder, à tenir le guidon et cetera». Parce que se pousser, c'est une chose, on est sur le vélo, mais si on pédale pas, le vélo, il tombe. Donc, c'est un peu la même chose quand on lance un projet.
si, on se dit toujours là, le podcast, moi, je vais devoir me lancer dans le podcast. J'étais en train de regarder un peu tous les différents. Est-ce que je pars sur Ocha? Est-ce que je pars sur, Anchor et cetera? Est-ce que je faisais des comparatifs? Et à un moment, je vais pas me prendre la tête. Je vais utiliser une plateforme et si demain je la change, la plateforme, mais je la changerai, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est qu'au moins je sorte des épisodes. Mais c'est pareil, moi, je suis un peu bloqué. Je me dis: «Des épisodes de podcast, mais si je parle d'un truc dès le premier épisode, peut-être que je pourrais plus en parler». Peut-être que si, c'est Florian, parce que quand, je suis en train de me dire, quand les gens vont écouter des podcasts, si la personne a déjà fait, 200 épisodes, est-ce que tu vas te réécouter les premiers? Pas forcément. Donc tu peux reparler, d'un même sujet, le recycler sur un autre épisode de podcast. Mais ça, au début, moi, j'étais fermé. Même YouTube, j'ai du mal. Mais et du coup, tu avances pas. Mais la question à se poser, c'est: «Non, Florian, allez, fais ton truc et après tu réfléchiras pour la technique ou tout plus tard», ce genre de choses. Tu amélioreras plus tard, quoi. Mais c'est fou comment la technique, dans les projets, peu importe ce qu'on lance, ça peut Ouais. paralyser. Ben Comment oui. ça peut, vraiment, stresser, paralyser, dire: «OK, je vais pas faire ci comme ça, je vais» alors que souvent ça il suffit que, comme tu dis, de se lancer, d'y aller, de le faire et on a une capacité d'apprentissage qui, moi, personnellement, qui me passe je passe mon temps à me surprendre avec ça, tu vois? Là, Ouais. pareil, là, pour Twitch, bah, pour un peu les le backstage, tu dois, apprendre à te servir d'un logiciel qui te permet de faire tes streams. C'est si tu lances directement sur Twitch, tu es très, très limité sur ce que tu peux faire. Donc en fait, ça s'appelle, Streamlabs? exactement, Streamlabs, OBS et en fait, bah, il faut te servir de ça, donc comprendre comment ça fonctionne et tout. Et au début, tu vois, bah, quand j'ouvre le truc la première fois, je mets un petit tuto à côté sur mon deuxième écran, mon chéri et du coup, je lui avais demandé de faire ça avec moi parce que, bah, lui, il se connaît bien en informatique et il a une autre vision que moi, donc en fait, sur ce genre de choses. Donc je me suis dit: «Au moins peut-être qu'il galère à moi parce que moi, quand je ne comprendrai pas un truc, peut-être que lui, il aura compris, quoi». Ouais, Donc on ouais. fait ça ensemble et au final, ben, petit à petit, je regarde, je tâte et en fait, le tuto, je ne l'ai même pas regardé. Parce qu'en fait, j'étais juste là, en train d'ouvrir chaque onglet et je me dis, bah, en fait, c'est comme ça qu'on apprend, c'est en essayant, en testant. Exactement. Donc, j'ai lancé un stream, j'étais en peignoir, pas coiffée, enfin voilà, donc ça, c'est dans les méandres des données Internet. J'ai lancé ça sur Twitch, j'ai vu que j'avais 0 abonné, personne n'était là, quoi, tu vois, normal. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai lancé mon premier stream. C'est bon, j'ai réussi, ça s'est bien passé, mon ordinateur n'a pas explosé, tout va bien. Et, heu et pourtant, bah, en fait, c'était un truc dont je me faisais un peu une montagne. Je me disais: «OK, je vais galérer» et au final, bah, tout se fait, tout fonctionne et pareil, là, quand tu parles du podcast, bah, quand j'ai lancé mon podcast, c'était pareil. Je me disais: «Ouais, est-ce que la technique, je vais y arriver?» et en fait, c'est pareil. Bah, tu choisis quelque chose, tu prends une décision et si à un moment donné, tu as envie de changer, de faire autrement, changer de logiciel, déléguer le montage, enfin, on n'en sait rien, bah, tu le feras, en fait. Il y a rien qui t'empêche de le faire mais la technique, c'est vraiment quelque chose qui peut paralyser je dirais pas pour rien, mais en fait, c'est une peur, de pas y arriver, de pas savoir apprendre, en fait, par Mmh. soi-même. Et je ouais et surtout les projets, tu vois? Par exemple, je parlais de l'exemple du podcast. Bon, à part la qualité du son et encore, alors je vais quand même, montrer à des gens. Demain, tu pourrais être en train d'enregistrer avec ton téléphone au milieu de la cour, j'en sais rien, dehors, j'en sais rien. Tu as des outils gratuits et j'en donne un petit, hein, c'est le Adobe, Podcast Enhance. Vous allez sur Adobe Podcast, vous allez voir, c'est un outil qui est gratuit. Vous enregistrez votre, son, mais au milieu de la foule. Ça va couper tous les bruits comme un enregistrement, audio de studio. Incroyable, gratuit et donc du coup, des fois, on se dit: «Non, mais il faut que je me sois dans un endroit hyper insonorisé et tout». Derrière, tu préfères ça dans ta bagnole avec sur l'autoroute, bon, pas en train de conduire, mais sur l'autoroute avec la fenêtre ouverte. Cet outil est incroyable et donc du coup, se dire: «Mais la technique, il faut pas forcément attendre d'être dans les meilleures conditions et tout». Quand tu lances une vidéo sur YouTube, certes, il y a la qualité de l'enregistrement vidéo, mais derrière, c'est les infos qui vont être hyper importantes derrière. Quand je vois des vidéos qui cartonnent, c'est les gens soit qui enlèvent les dessins de frelons et cetera et tout ou des plombiers, machin chose, mais qui vont apprendre des choses et ces gens-là, la technique, c'est pas du tout leur truc. La technique, le montage et tout, ils te font des trucs à l'arrache, mais en fait, tu apprennes tellement de choses que toi, tu es comme ça, tu te dis: «Waouh, trop cool, ça je savais pas, je pouvais le déboucher sans faire payer un plombier, machin chose». Donc
Donc ouais, dites-vous, est-ce qu'aujourd'hui, là, c'est la technique qui va, alors la technique, c'est un plus pour moi, c'est ça, c'est un bonus et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a vraiment la plus-value? Est-ce que ce sont les informations? Si demain, moi, je parlais de la micro dans un vieux micro, tout pourri et cetera, certes, ça serait pas le top, 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 mais les gens auraient les informations. Si je leur dis, beh, comment économiser sur tel logiciel ou tenir, correctement leur facture, ils seraient contents d'avoir les informations. Maintenant, je le fais avec un bon micro, bah, ils sont contents plus, plus. Voilà, donc c'est vraiment un juste du plus. Non, c'est clair. Et du coup, bah, en revenant sur le sujet qu'on a abordé juste avant, sur le problème, le manque d'informations pour des choses très basiques et essentielles, bah, justement, c'est se dire, en fait, moi, j'ai l'information, je la donne, peu importe comment et sous quelle forme. Et même si c'est pas parfait, c'est pas grave, ça s'apprend et ça évolue avec le temps. Et c'est vrai que, bah pareil, moi aussi, hein, sur Twitch, j'avais envie de débarquer avec tout le matos. J'avais commencé à dire, bah sinon, il faut que je prenne l'ordinateur. On a un ordinateur tour bien plus puissant que mon ordinateur personnel. Je m'étais dit, bah sinon, il faut que j'arrive à faire un truc avec cet ordinateur-là. Mais après, je disais, oui, mais du coup, j'aurais qu'un écran. Bref, et du coup, je commençais à me dire, ouais, mais sinon, je sais qu'il y a une technique pour avoir double ordinateur, streamer avec double ordinateur. Et là, je commençais à me dire, mais pourquoi tu veux faire ça? Je vais même pas streamer de jeux vidéo pour le moment, parce que Ça, moi, je ouais. suis pas une gameuse. Donc, en fait, pourquoi est-ce que tu cherches à te faire une montagne d'un truc, alors qu'en fait, le plus important pour toi, pour que toi, tu te sentes bien, c'est d'avoir un environnement dans lequel tu te sens bien. Donc, ok, coup de peinture, je vais le faire, et ça va me faire plaisir. Euh, et après, je me disais, bah, un peu la caméra aussi, je me disais, bon, ça se pourrait être bien d'avoir une belle image. Et là, pareil, je me dis, mais c'est pas utile pour le moment. Ça sert à quoi d'investir dans du matos alors que tu sais même pas si tu vas faire plus d'un mois sur Twitch? C'est clair. Ouais, ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Ça sert à rien. Et en fait, tu te mets des montagnes, un peu comme s'il fallait cocher une tonne de cases. Et je me dis, là, par contre, tu vois, c'est mon expérience dans l'entrepreneuriat qui m'a aidé à prendre le dessus là-dessus. Parce qu'en fait, si Twitch avait été mon tout premier projet, c'est sûr et certain que j'aurais acheté une caméra, que j'aurais fait un truc de fou sur le setup et que je me serais encore plus prise la tête, parce qu'en plus, ça aurait été mon premier projet, donc il y a plein de trucs que j'aurais pas su faire. Et, et là, en fait, c'est d'avoir appris qu'en fait, pour plein de choses, je me suis lancée avec pas grand-chose, très simplement, et que toutes les fois où j'avais fait une tonne de préparation, ça n'a pas aidé à ce que ça fonctionne plus. À l'inverse, c'est souvent ce qui a été le plus simple, le plus authentique, le plus brut, qui a le plus aidé à ce que ça fonctionne. On le voit aussi sur, alors moi, c'est aussi un travail que j'essaie de faire parce que moi, depuis que je suis passé en société, je suis un peu du genre, je dépense un peu des fois un peu trop. Ouais. Est-ce que Je tu peux te prends le faire dernier. rembourser sur les impôts, c'est ça Mais alors, ou... le truc, c'est que je peux faire déduire en frais, mais même quand j'étais en micro, je le faisais déjà un peu pareil. Ça veut dire que moi, je suis tout à fait d'accord, il faut suivre tes conseils. Moi, le truc, c'est que des fois, je me dis, je voulais tellement me rapprocher de certaines qualités que je m'achetais là, le micro, j'en ai échangé 3. Là, maintenant, j'ai un très, très bon micro de radio, mais chaque fois, j'achetais le dernier micro qui était sorti. Là, j'attends un stabilisateur, mais je vais pas acheter ceux qui sont sortis il y a 1 an. Je vais attendre celui qui va sortir dans 1 mois. Et ça, c'est mon gros problème parce que moi, je compense en disant, je compense la qualité, hein. Je vois tellement de youtubeurs qui font tellement de belles choses que je me dis, ouais, je vais pas acheter du bon matériel, etc. J'avais acheté même un appareil photo numérique pour faire des tournées de vidéos. Et bien, en fait, je tourne tellement bien les vidéos à des fois avec juste mon téléphone, mon iPhone, que j'ai pas besoin. Je l'ai tenu 2 jours l'appareil photo, je l'ai renvoyé parce que c'était chiant à régler, il y avait trop de réglages à faire. J'ai dit: «Allez, je laisse tomber». Pareil, le décor que j'ai là, j'aurais pu avoir là, j'ai un fond vert, hein, j'aurais pu l'avoir et tout et juste mettre un fond vert comme font maintenant les youtubeurs et cetera. Donc moi, j'en ai besoin pour compenser, mon côté, je suis un peu perfectionniste, mais demain là, quand je vais lancer le truc des podcasts, enfin le truc des journal des rêves, je vais tellement pas me prendre la tête. Je vais prendre, tu vois, System.io, je prends l'exemple, je vais pas leur faire de la pub, mais j'étais un peu, je suis pas contre eux. L'outil est bien, mais il manque plein de trucs. Par exemple, la facturation System.io n'est pas bonne et cetera et tout. Mais l'outil fait plein de choses en même temps. Et pour les gens qui démarrent, je trouve que ça peut être très, très cool et peut-être que sur la partie les rêves, je vais peut-être démarrer sur System.io parce que je peux faire de l'emailing, parce que je peux faire du blog et cetera. Et si demain après, j'ai un super blog sur, WordPress ou alors fait sur mesure par un web designer,
Et beh, tant mieux, mais au moins, au début, je vais avoir un outil qui va pouvoir me faire un peu tout, et après évoluer l'outil, surtout évoluer, investissez plus tard, enfin dire plus tard, c'est toi aussi Twitch, tu testes. Si ça marche, du feu de Dieu, et beh, dès que tu commences à avoir un peu de sous, tu vas dire: «Beh, tiens, maintenant, je vais pouvoir upgrader», on va dire, monter un peu en gamme et avoir, mais soit un meilleur micro, soit un petit décor derrière, acheter des mousses acoustiques, heu, pour la salle et voilà, mais démarrer avec au moins un petit truc et avec le matériel que vous avez et voilà et après vous allez monter en gamme au fur et à mesure. Ah mais c'est clair. Non, mais franchement, je suis totalement d'accord et puis en plus, souvent, bah, c'est le genre de choses qui nous empêchent d'avancer dans le Oui, fond. Parce que du coup, en fait, on passe tellement de temps, bah, tu parlais des sites internet, tu passes tellement de temps à dire il faut absolument que j'ai un site internet, il faut absolument. Qu'en fait, tu n'avances pas dans le fond. Enfin, moi, dans mon tout premier projet entrepreneurial, je sais pas si tu sais, mais j'ai créé un agenda. d'accord, Et en fait, du coup, on a fait une campagne Ulule et on n'a pas fini la campagne Ulule. En fait, j'ai passé énormément de temps justement à créer un site internet, à d'accord, faire plein de choses techniques qui, selon moi, allaient nous apporter, en fait, tu vois, un peu. J'étais pas du tout formée à l'entrepreneuriat, j'avais pas fait de coaching business. J'étais vraiment un bébé dans tout ça. Et tout ce que j'avais entendu, tout ce qui m'avait formé, c'était les podcasts Coup d'État de The Family. ah d'accord, OK. Et c'était les seules choses vraiment qui m'avaient vraiment un peu informée. Mais c'est aujourd'hui, si je les réécoute, je les entendrai avec une nouvelle oreille et je prendrai les informations totalement différemment, tu vois. Donc en fait, enfin, c'était limite un peu trop avancé pour moi au moment où je les écoutais. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans des trucs qui aujourd'hui, si je devais recommencer ce projet, mais je ferais tellement pas ça. Aujourd'hui, je créerais une communauté autour du projet. Direct, tout de suite. On a attendu 1 an avant de créer une communauté autour du projet, alors qu'on avait tout ce qu'il fallait pour le faire 1 an avant. Et donc, le problème, c'est que quand on a lancé la campagne Ulule, bah, on n'avait pas de communauté. Personne ne nous D'accord. suivait depuis suffisamment longtemps pour suivre le projet. On a quand même vendu 90 agendas, ce n'est pas rien, on est très fiers de ça, mais il Il y fallait a en encore vendre l'agenda là? 300. Il Oui, tu tapes agenda filante sur Ulule, tu tombes sur la page. agenda filante? Oui, l'agenda filante. Ah, je Filante l'ai comme une étoile filante. ah! Je suis en train de d'accord, OK. Voilà. Ah ouais. Ah oui, il y avait toute ta campagne et tout, Et du coup, on a passé énormément de temps là sur tout ça. Et en fait, bah, j'ai beaucoup appris de ça. Et donc aujourd'hui, et je pense que je suis un peu trauma de ce site internet. Bon, il n'existe plus parce que c'était sur Squarespace, il fallait payer un abonnement. Donc on l'a arrêté. Et notre hébergeur aussi, on a arrêté. Et en fait, voilà, on a mis de l'argent, on avait mis du temps sur des choses qui, selon nous, allaient nous apporter une certaine posture. Et on pensait que ça nous ferait valider justement des petites cases et qui ferait que les gens nous feraient plus facilement confiance pour justement acheter l'agenda, etc. Et donc voilà, on avait un nom de domaine, on avait site internet, Filante, on avait des adresses mail avec le nom de domaine. Donc des adresses mail, voilà, c'était floriane@filante.com, c'était stylé. Mais en fait, on s'en fiche. Aujourd'hui, j'ai une adresse mail depuis presque 2 ans, flolibre.coaching@gmail. Et ça fonctionne tout aussi bien, il n'y a aucun problème. Il n'y a personne qui m'envoie des messages en disant «Oh, c'est pas très pro l'adresse mail Gmail, hein.» Personne ne me dit ça. Donc en fait, voilà, il y a des choses comme ça, et un peu comme si, tu sais, c'était des choses qui nous ont permis un peu de, voilà, de progresser, un peu de se planquer notre projet en attendant qu'il soit parfait. C'est pour ça que je reviens sur ce trait de caractère du perfectionnisme. Et je pense que c'était vraiment notre cas. On avait vraiment cette envie que ça soit parfait avant de le montrer au grand jour. Et ça, c'est vraiment mon plus gros apprentissage business de tous les temps. C'est vraiment d'accepter que ça soit pas terminé, que ça soit pas parfait, que ça ne soit pas prêt avant d'en parler. Parce ouais, mais que ouais. comme ça, tu fédères en fait déjà des gens autour de l'idée avant même de les fédérer autour d'un produit, donc de les faire acheter. Mais il faudrait que je fasse ça pareil parce que tu vois mon projet rêve, le journal des rêves, normalement je veux le sortir à Noël. Ouais. Je l'ai pas encore imprimé Allez, et go, go, go! ouais, mais tu vois? Et pareil, il faudrait que la semaine prochaine, je lance déjà les premiers épisodes de podcast. Mais je suis un Ouais. peu en mode, je suis comme ça, je me dis, je me lance dans un sujet où je suis pas expert, je me prétends pas expert, je me prétends être curieux des rêves et en tant que curieux, pouvoir, attiser la curiosité, animer la curiosité d'autres personnes. Donc je vais peut-être le balancer comme ça un peu sur les podcasts, vraiment en mode ultra authentique, mais c'est tellement pas l'habitude que j'ai parce que la micro-entreprise, c'est un texte de loi qui dit une réponse, donc ça doit être ça. Alors que les rêves, il y a tellement d'interprétations différentes, il va falloir que j'ouvre mes chakras et que j'accepte aussi de des fois peut-être soit me tromper ou être un peu à côté, être un peu dans le flou
Et ça, c'est une grosse difficulté pour moi, ça va être une grosse épreuve. Mais je me dis à la fin, le journal de rêve, alors il y a le podcast, mais le journal de rêve, à la base, il faut que je me dise, il est fait pour toi, Florian. Et après, tu en fais profiter les gens, mais il faut qu'il te plaise à toi. Et aujourd'hui, il faut vraiment que je me penche en disant, le graphisme, il n'est pas terminé et j'ai peur qu'il ne soit pas encore très, très bien. Mais je me dis: «Florian, c'est pas grave. Noël, tu le sors, tu en fais 50 ou 100 exemplaires, ça va te coûter peut-être 500 balles à imprimer. Dans le pire des cas, tu as perdu 500 € sur, pour l'instant, ce que je me fais et cetera, ça va aller. Et dans le meilleur des cas, ça plaît, les gens vont racheter et tu vas pouvoir refaire une seconde version plus tard». Voilà, tu pourras réitérer. Je refais un lien avec quelque chose que tu as dit tout à l'heure, quand on a commencé à parler de ce projet, parce que je me dis peut-être que ça joue aussi sur le fait qu'aujourd'hui, tu as du mal à te lancer. Tu m'as dit, j'en parle pas vraiment parce que j'ai pas envie que les gens me suivent sur ce projet parce que c'est moi. J'ai envie que les gens me suivent sur ce projet parce qu'ils aiment le projet. Pourquoi est-ce que tu n'as pas envie de parler de ce projet à ta communauté aujourd'hui qui te suit parce que tu es toi? Ah, c'est vrai que c'est une bonne question. Surtout qu'en plus, là, ça sera, une autre partie de moi qui est, assez différente de ce qu'on voit. C'est pas le moi, «Coucou copain» et cetera et hyper strict. Hem J'ai pas envie de tricher, en fait. J'ai envie de repartir de zéro et dire aux gens en faire un petit blog en disant: «Je suis parti comme vous de rien, j'ai créé une communauté comme vous de rien. Là, j'ai que 10 personnes qui, à peu près tous les dimanches, se réunissent avec moi en me donnant leur avis et cetera, participent un peu à ça, et en même temps, je leur apprends comment je fais un site internet, comment je fais ci, comment je fais ça, donc c'est un peu du donnant-donnant. Mais du coup, j'ai peur, je me dis: «Si aujourd'hui, je dis à ma communauté», j'ai à peu près 100 000 personnes au total sur tout le réseau: «Coucou, j'ai un autre projet» et cetera. Tu as des gens qui vont vouloir me suivre certainement. Je vais pouvoir avoir une base emailing peut-être de 1 000, 2 000, 3 000 personnes et c'est trop bien, c'est un énorme boost. Mais si ça marche, je vais me dire: «Ça a marché» parce que on va me dire: «Florian, ouais, mais tu as pas commencé de zéro en fait. Tu avais déjà, 3 000 emails, 4 000 emails derrière et j'ai pas envie d'avoir j'ai envie de démarrer au même temps que les autres en disant et que demain pour inspirer les gens en disant: «Mais j'ai démarré pareil de zéro. La seule triche que je vais avoir, c'est, peut-être d'avoir, les 500 € ou 1 000 € pour pouvoir imprimer, faire la prod et cetera. Peut-être même payer une graphiste plus tard. Chose que quand tu démarres un projet de zéro, tu as pas, mais à ce moment-là, tu tapes un peu sur tes finances personnelles. C'est ce qu'on a fait, nous, les projets freelance. On a tapé Et sur beh, la c'est finance ça. personnelle. Et dans le temps personnel. Exactement, mais du coup, tu vois, tes finances personnelles, toi, c'est quelque chose que tu as déjà ou des fois certains, c'est un peu compliqué, mais alors qu'une base emailing, c'est difficile à avoir. Alors tu peux faire, un lead magnet, machin chose et tout, un truc gratuit. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de tricher et un autre donc ça, c'est la première chose, j'ai pas envie de tricher. Pour moi, c'est un peu de la triche, même si tu dis: «Mais Florian, tu l'as gagné cette communauté». Enfin, tu l'as mais c'est un autre projet et un deuxième truc, c'est il y a des gens qui vont me dire: «Ah mais tiens, c'est curieux, c'est Florian machin chose» et je veux qu'ils apprennent que non, c'est une autre version de moi et j'en fais, tu vas voir, ça va être marrant, c'est notre projet. C'est pour ça que je prends aussi le podcast. Il y aura pas ma tronche. Je vais juste te dire Florian. Il y aura un Instagram, il y aura pas ma tronche, il y aura un logo et cetera et tout et je me dis: «Je démarre un truc sans la notoriété que j'ai maintenant» et ce qui va être marrant, c'est qu'il y a des gens qui vont peut-être me reconnaître, mais je connais cette voix, tu vois? Je connais cette voix, je connais ce nom-là et cetera et j'ai plus en mode, ouais, c'est un peu qu'ils vont le découvrir de cette façon-là. Donc ouais, ouais, c'est un peu, je me tire une balle dans le pied, hein, en faisant ça, mais derrière, je serais content dans 4 mois ou 5 mois, quelqu'un qui en face de moi me dit: «Florian, putain, j'ai un projet, je sais pas, tiens, je voudrais faire un agenda et cetera et tout, mais je sais pas par où partir, comment ça marche et tout» et moi, je vais dire: «Mais j'ai démarré comme toi, de rien et j'avais juste 10 personnes qui étaient là, pratiquement tous les dimanches à suivre mon projet, à me donner leur j'avais déjà 10 acheteurs, et voilà et il te faut juste une petite partie après qui va parler, qui va murmurer un peu aux gens et c'est pour ça, pour préparer ce coup-là, j'ai envie de dire que, j'ai pas envie de tricher avec ma communauté.
Bon, si Ouais. tu arrives à faire ce hold-up-là en 2 mois, sans journal de rêve, je t'assure que moi, je me sentirais très mal par rapport à notre projet où on a commencé en juin à communiquer et on en a vendu 90. Je t'assure que je serais jalouse, mais je serais très contente pour toi. Il y a la coach en moi qui a pas pu s'empêcher en t'entendant parler et dire tout ça, de se demander si derrière il n'y avait pas aussi, euh, la peur qu'on te connaisse que pour la micro by Flow et qu'on ne s'autorise pas à te découvrir pour d'autres projets. Ah! Bonne question. Parce que les gens à qui je parle de ce truc de rêve, chaque fois, ils sont un peu étonnés en me disant: «Ah tiens, d'accord Florian», mais ils sont toujours très curieux. Non, je pense que c'est pas cette peur-là, en vrai, je c'est un peu comme, je veux pas trop, en fait, trop mélanger parce que j'ai pas peur du jugement, quoi que ce soit et tout. Mais je pense que certains vont aussi se permettre des libertés, qu'ils avaient avec moi, avec la micro by Flow, qu'ils ne s'auraient pas permis si c'était quelqu'un d'autre sur la partie journal de rêve. Et du coup, quand tu vas m'écouter, tu vas plus m'écouter en disant: «Ah, c'est le petit rigolo, sur l'URSSAF qui va parler d'un truc un peu plus sérieux», plutôt que, «Ah putain, je découvre cette personne-là, je découvre une nouvelle personne» et cetera. Je sais pas comment expliquer, c'est assez bizarre, mais, si demain, je prends l'exemple d'Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron demain, expliquait qu'il fait de la poterie et il montre un peu ce qu'il fait, direct, il va avoir plein de gens qui vont dire: «Allez, c'est bon, il fait complètement autre chose. Allez, il est aussi mauvais en poterie qu'il est, en tant que président», j'en sais rien. Il y a peut-être des gens qui vont être en disant: «Ah, c'est le côté sensible, machin chose et tout», mais il va y avoir un peu toujours tu démarres déjà directement avec un jugement, qu'il soit positif ou négatif. Et moi, je veux que les gens me découvrent sur une planche, enfin directement neutre. C'est pour ça que j'en parle de là, j'en ai parlé parce que là, tu vois, le podcast qu'on est en train de faire, je vais pas dire à ma communauté, enfin, peut-être j'enverrai un petit lien en disant: «Tiens, j'ai parlé un peu différemment», mais je vais pas leur dire: «Tiens, j'ai parlé de mon projet, venez, Oui, venez». oui, c'est pour ceux qui auront la curiosité de cliquer sur le lien, Exact. qui pourront découvrir ça, Voilà, totalement. donc du coup, ouais, non, j'ai pas peur de ce jugement. Je souhaite juste l'éviter, pour qu'on dise: «Tiens, je vais prendre l'exemple, j'ai genre toujours des exemples, un peu illustrés. C'est comme si tu avais un genre de coquillage. Tu as une face de coquillage avec une couleur, avec une forme et cetera et l'autre face qui est avec une autre forme et cetera. Le truc, c'est que si demain, le coquillage, tu l'avais vu que d'un côté et que je te dis: «Tiens, retourne-le, il y a ci, il y a ça», tu vas dire: «Ah ouais, d'accord», mais tu vas le juger un peu dans sa globalité, tu vas le comparer aussi et cetera, entre les 2. Alors que si demain, ce même coquillage, tu le retrouves dans une autre forme sur la plage, peut-être que tu t'en aurais pas intéressé du tout, parce que ça t'aurait pas plu et ou peut-être tu aurais dit: «Tiens, je vais le prendre» et au moment où on va te dire: «Retourne-le», ah putain et tu vois, tu vas avoir cette côté en disant: «Oh putain, je m'attendais pas du tout» et l'effet va être différent et c'est ce que je souhaite aussi avoir comme effet chez les gens, quoi. Donc voilà. Super intéressant. Bah là, en tout cas, je trouve que sur ce podcast, tu nous as livré justement plusieurs facettes. Je dirais pas seulement deux, mais plusieurs. Et c'est exactement ce que je souhaitais. Je ne vais pas mentir. Donc, merci beaucoup Avec pour avoir plaisir. partagé tout ça. Et moi, je te souhaite vraiment énormément de réussite dans ce nouveau projet. Et j'ai pas de doute que ça va fonctionner, que tu vas pouvoir tout déchirer. Mais j'ai aussi envie de te donner un conseil, mais vraiment comme je donnerais à une amie, à un ami, c'est n'aie pas peur d'utiliser tes précédentes réussites pour continuer à réussir. Ouais, ouais, c'est ce qu'on me dit aussi, mais du coup, pour moi, c'est de la triche. Enfin, le truc de mes réussites, je vais plutôt l'utiliser l'expérience que j'ai sur les outils que j'utilise et cetera et tout et à la limite, cette carte-là, je l'utiliserai peut-être à la fin, fin, fin. C'est-à-dire que si vers mi-décembre, j'ai pas suffisamment créé la communauté, pas fait démarrer, peut-être que j'utiliserai cette carte maîtresse pour me dire ce joker, pour dire: «Allez, le tout pour le tout, j'ai fait l'investissement et tout, je vais l'utiliser». Vraiment au dernier moment, je serais un peu déçu si ça marche, enfin ça marche, un peu déçu. Si, je serais un peu déçu en disant: «J'aurais voulu», mais après la finalité, c'est que je me dise: «Ça va plaire, ça va les gens vont acheter» et dans tous les cas, au pire, ça me servira qu'à moi. Donc je l'appliquerai ce truc-là, je pense au dernier moment si vraiment, il y a un truc qui a pas marché et on verra après, à ce moment-là, quoi.
Donc là, l'idée, c'est que le journal de rêve sorte pour Noël, mais c'est Oui, quelque chose qui va être daté ou c'est quelque chose qui pourrait être commencé à n'importe quel moment? à n'importe quel moment. Ça veut dire que, il va y avoir plusieurs versions. Il va y avoir la 1re chose et c'est pour ça aussi, si je pouvais donner un conseil aux gens, quand vous sortez des produits, que ce soit des produits physiques ou des services, sortez toujours ce qu'on appelle en esprit startup, c'est le MVP, Minimum Oui. Valuable Product. C'est vraiment le truc le plus basique, le plus simple, mais qui peut vous rapporter des sous. Au début, moi, j'étais parti sur un journal de rêve avec la couverture en dur, avec un truc Mmh. hyper premium, avec, un peu un filet d'or et tout par-dessus, enfin C'est de couleur et exactement tout. l'erreur qu'on a fait avec l'agenda. Je répète pas l'histoire. Si vous voulez avoir plus d'histoire sur l'histoire de l'agenda, on a fait des vidéos de podcast avec ma sœur dessus. Ah mais moi je veux bien écouter l'épisode de podcast, ouais, je veux bien, C'est toute je vais le une série, je te suivre. les enverrai, toute une série. On a fait 7 épisodes où en fait on raconte comment on s'est retrouvé au beurre du burn-out aussi en fait avec ce projet. Et pourquoi est-ce qu'on après on s'est lancé dans le coaching et pourquoi on a voulu accompagner les personnes à se mettre en priorité et à prendre du temps pour elles, à prendre soin d'elles, etc. En fait, c'est vraiment ce projet, aucun regret parce qu'il m'a mené là où je suis aujourd'hui. Mais ce que tu expliques par rapport au MVP, je l'avais entendu 15 000 fois dans les podcasts justement coup d'état. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est tant qu'on ne lance pas l'inverse. Vraiment, je pense que c'est très dur de se rendre compte de ce que c'est, de se dire en fait le minimum, c'est vraiment le minimum. Parce que quand on lance un tout premier projet comme... Enfin, là, c'est pas ton premier projet, donc tu te rends compte. Mais quand c'est ton tout premier projet entrepreneurial, tu as envie justement de casser la baraque, tu as envie de tout donner, tu as ce truc, ce désir dans les tripes, surtout, enfin moi c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de fou, tu as envie qu'en fait ça soit incroyable, ça soit parfait, et nous on faisait aucune marge, tout ce qu'on a vendu, on se serait fait aucune marge, hein. On a rien eu parce que bah, du coup campagne Ulule annulée, tout est remboursé, donc tu touches rien du tout, mais on se faisait aucune marge, et, et vraiment, c'était ce truc de vouloir faire ça, mais super bien. Et on n'arrivait pas à lésigner sur cette qualité. Parce que pour nous, le produit qu'on avait en tête, c'était ça. Et on n'arrivait pas à s'imaginer cette histoire de V2, V3, V4. C'était Ouais, pas possible. C'était trop dur pour nous de se projeter aussi loin, je pense aussi, dans un sens. Alors, je dis nous, parce que le projet, j'étais avec ma sœur et ma cousine. d'accord. Et je parle plutôt plus sur mon nom, hein, bien sûr. Mais, mais ouais, c'était vraiment compliqué. Donc c'est pour ça que c'est hyper important ce que tu es en train de dire pour tous les débuts entrepreneurs qui nous écoutent. C'est super important. Mais du coup, pour comment est-ce qu'on fait? Moi, c'est la question que je vais te poser, parce que moi, j'ai fait cette erreur. Comment tu fais pour savoir que c'est le MVP? Alors, beh, c'est trop bien, ça fait une trop bonne transition. Moi, je dis aux gens: vous prenez un papier, n'importe quoi, vous sur le côté droit du papier, enfin, vous le prenez en format paysage. Sur le côté droit du papier, vous marquez votre produit, votre service, le menu maxi best of. C'est vraiment, qu'est-ce qu'il y aurait? Qu'est-ce que pour vous, ça serait le top du top, vraiment le top du top. Et tout à gauche, vous marquerez: «D'accord, qu'est-ce qui serait vraiment la base de la base, le minimum, où je pourrais gagner des sous?» Je vais prendre un exemple tout bête avec 2 choses. On va prendre un exemple avec un service et on va prendre un exemple avec un produit. Moi, je fais aujourd'hui aussi du conseil en micro-entreprise, des consultations. J'ai démarré mes consultations à 70 €. Maintenant, elles sont dans les 240 €. Et encore, je peux encore augmenter, mais au début, je démarrais avec des consultations d'une heure. Comme les gens démarrent, certains avec des appels découvertes ou des choses comme ça, et cetera. Moi, je n'en ai jamais fait d'appels découvertes. Mais du coup, là, les premières consultations que je faisais, c'était je les avais au téléphone, il y avait même pas vraiment de visio, je les avais au téléphone, on papotait, et cetera, et après je faisais un petit mail récap. Je me dis: «Quel est le 1er truc à faire?» C'est que la personne ait un genre de récap, et bon, je faisais payer ça 70 €. Après, j'ai commencé à me dire: «Ouais, mais alors si je pouvais vraiment le menu maxi best-of, pour moi, ça serait un compte rendu, ça serait un suivi sur 30 jours, ça serait, un replay, machin chose». Mais aujourd'hui, quel était le plus simple? C'est d'avoir quelqu'un au téléphone, d'expliquer mon truc, la personne marquait, de son côté. Mais moi, je voulais marquer le compte rendu parce qu'en fait, je me rendais compte que quand je passais 1 heure, les gens, ils mettaient 3 plombes à écrire, sur papier tout ce que je disais. Donc, à un moment, j'ai augmenté un peu mes prix et j'ai dit: «Pas de problème, c'est moi qui m'occupe du compte rendu». Donc, j'ai augmenté un petit truc et petit à petit, j'ai ajouté des bonus sur mon service. Mais moi, à la base, je visais un truc où c'est moi qui fais le compte rendu, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, mais c'était difficile à mettre en place. Maintenant, aujourd'hui, j'ai des outils automatiques qui permettent que quand tu as une visio, ça prend des notes automatiquement.
Et du coup, je préviens aussi, des fois les clients par rapport à ça et ça me fait des notes directes et tout et même je fais un replay de la visio. Avant, je faisais que du téléphone, mais en replay visio. Donc aujourd'hui, maintenant, j'ai mon menu Maxi Best of et je peux encore aller plus loin. Je peux faire un truc où, je peux faire un suivi, où je rappelle plusieurs fois la personne pour voir où ça en est et cetera et des fois, je le propose. Mais pour un service, vous dites: «Qu'est-ce qui serait le top du top?» Par exemple, si vous faites du coaching ou autre: «Ah, ça serait trop bien que tous les 2 semaines, je puisse, j'ai 1 heure avec ou une demi heure avec la personne, j'envoie un email». Mais des fois, on n'a pas tout le temps de faire ça. Donc qu'est-ce qui serait bien? Ah, la première chose, c'est peut-être que la personne, je puisse l'avoir au téléphone pendant 3/4 d'heure, je lui explique, je coach, machin chose et basta. Et après, vous évoluerez. C'est normal, ça va venir et tout, mais au moins la personne a ces informations. Ça, c'est pour le service et pour le produit, moi, c'est ce que je vais faire pour le journal de rêve. Au lieu de partir directement sur la V2, c'est-à-dire un truc, dur, machin chose, super premium qualitatif, je veux dire, je vais partir sur une V1, qui va être en format vraiment souple, cahier de brouillon. Comme un cahier de brouillon, c'est ce que j'avais quand j'avais 15 ans, j'en faisais en format cahier de brouillon. Ça va pas coûter cher, donc ça, c'est très bien pour les gens parce que dès qu'on démarre avec un produit cher, il faut mettre plus d'énergie à essayer de le vendre aussi. Et donc du coup, je vais partir sur un truc qui va peut-être coûter une vingtaine d'euros à acheter. Un cahier de brouillon que tu prendras pratiquement tous les 2 mois ou 3 mois et avec l'argent de ce cahier brouillon et beh, enfin ce cahier brouillon, cette V1 et beh, du coup, je pourrais faire une V2 ou alors une V1 bis, un peu plus améliorée avec un design un peu plus et avec l'argent, hop, je pourrais payer une graphiste ou une illustratrice pour, faire la V2 avec le format dur et cetera et faire plusieurs variantes. Pareil, on m'avait dit: «Florian, ça serait trop bien, tu vas faire quelle couleur?» Bah, je lui ai dit: «Bah, je sais pas, moi je voulais faire un genre de bleu nuit». Il y en a certains: «Ouais, ça serait trop bien qu'on ait une variante en vert ou autre» et je me dis: «Ça veut dire quoi?» Il va falloir que je voie avec mon imprimeur et que je leur demande 3 versions différentes, mais du coup, ça fait 3 fois plus de stock ou 3 fois moins de quantité. Donc d'abord, je fais ma variante à moi, ce qui me plaît moi et après je proposerai d'autres variantes. Donc vraiment y aller step by step, réfléchissez qu'est-ce que ce serait le top du top? Qu'est-ce qui serait la base pour gagner des sous? Et pour l'exemple de l'agenda, alors je sais pas, c'était une couverture en dur, c'est ça? Oui, c'était une couverture en dur, c'était du papier de 110, grammes, parce qu'en fait, il y avait toute une partie, qui mixait, en fait, l'agenda classique avec la méthode bullet journal. Donc tu avais Oui. plusieurs pages qui étaient, vierges, avec juste, les dots et le but, c'était, aussi d'avoir un papier hyper qualitatif, parce que pour les fans de bullet journal, si tu as un papier qui est trop fin, Bah, tu peux oui. pas dessiner, tu peux pas utiliser de feutre, tu peux pas stabiloter et ça, c'était juste pas possible pour nous. Enfin, vraiment, on avait vraiment cette envie d'avoir un Ouais. papier de papeterie haut de gamme. Commencer un produit de papeterie haut de gamme quand on n'a pas une communauté, fédérée, honnêtement, Ouais. c'était pas la meilleure des idées. Aujourd'hui, je le recule, je le sais, je le comprends parce que ce qui s'est passé, c'est que la première, tu vois, les coachs business, ils parlent souvent de, croyances bloquantes ou du truc qui Oui. t'empêche de passer à l'action. Nous, le premier truc à empêcher la majorité des gens de passer à l'action, même s'ils voulaient nous soutenir, c'était le prix. Parce qu'au total, à la fin, sur la campagne, c'était 40 € l'agenda. 40 € l'agenda. Aujourd'hui, quand moi, je regarde pour m'acheter des beaux agendas, des belles pièces de papeterie fait, main et cetera, c'est 60 € l'agenda. Donc en fait, c'était pas le plus cher du marché, loin de là. Sauf qu'en fait, notre cible, vu qu'elle n'était pas ciblée, on n'était pas assez niché, on n'avait pas fédéré suffisamment de communauté autour de nous par rapport à ce qu'on faisait avec l'agenda. Ce qui s'est passé, c'est que les gens qu'on touchait, ben, en fait, c'était trop cher pour leurs problématiques à eux. C'était juste pas possible pour eux, un agenda, c'était un truc à 5 € dans leur supermarché. Ben ouais, Donc ouais, en fait, c'était pas du tout ouais. la même chose. Mais je le répète, on en a quand même vendu 91, je C'est trop crois. C'est toi bien. qui a la page Ulule devant les yeux. Mais, Oui, oui. mais du coup, c'est trop bien. Mais en fait, vraiment, cette expérience, c'est une formation business à elle seule, parce que tout ce qu'on a appris, compris, accepté, et même si ça a été très dur de s'en remettre, parce que c'était 1 an et demi de Ouais. travail, hein. Et quand tu vois que ça fonctionne pas et que tu comprends que ça fonctionnera pas et que tu es encore en pleine campagne Ulule, bah, ça fait mal, quoi. Ça fait Ouais, vachement ouais. mal. Mais du coup, ouais, bah, voilà, tout ça, on en parle justement dans l'épisode de podcast. Et c'est pour ça que c'est trop intéressant ce que tu dis. Et moi, la question qui m'est venue, c'est par rapport à ce qu'on a dit encore avant, tu vois, j'adore, on fait des liens avec tout ce qu'on a dit avant, mais c'est comment tu fais pour dealer entre ce produit de base, cette V0, tu vois, et ton perfectionnisme. Comment toi tu fais pour dealer entre ces deux-là? Beh, je travaille dessus. J'essaye de
J'ai encore du mal aujourd'hui parce que c'est ça qui me bloque. Il y a le podcast qu'il faut que je sorte, enfin, que je commence à sortir des épisodes. Mais tu vois, je me dis: «Hein, par quoi?» Enfin si, j'ai quelques idées et tout, mais la V1 là, il manque un truc. Pratiquement tout est fait. Il manque un truc, c'est la mise en page. J'ai à peu près ce que je veux, mais après il faut le mettre un peu en couleur, machin chose et tout. Je pourrais payer une graphiste aussi dessus pour le faire, mais je veux essayer de faire le moins de sous possible, enfin, le dépenser le moins de sous possible pour dire et on le fera dans un de second temps. Et j'avais déjà utilisé une graphiste il y a assez longtemps par rapport à ce sujet-là. Et aujourd'hui, je vais juste travailler sur moi en me disant: «Florian, stop, arrête de vouloir faire la perfection, sors un truc qui pourrait te plaire toi, que c'est pas grave, si tu en sors, 50 quantité et ben tu en auras peut-être 4, 5, 10 pour toi et pour tu fileras à des gens autour de toi qui le voudront, même quitte à le filer gratos, c'est pas grave, tu fais ça et si ça marche, au contraire, si les gens adorent ça, les gens ils vont faire des retours en disant: «Ouais, trop bien, j'aurais voulu voir ci, voir ça». Et à ce moment, tu les prends en compte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me donner, une deadline. Je vais me dire si, d'ici, je sais pas moi, le 10 novembre, j'ai pas encore avancé sur le truc, et ben c'est pas grave, je prends cette version-là, je la mets, sur un Canva, je me fais mon truc, je l'envoie pour impression. Si ça me plaît à moi, tant mieux et voilà, à un moment, il va falloir avancer. Je demanderai encore aux 10 personnes qui sont autour de moi, qui suivent un peu le projet. Je leur demanderai ce qu'ils en pensent. C'est pour ça que le truc de la communauté, si j'ai un peu de gens sur le podcast et tout, je peux les ramener et en parler sur un groupe ou n'importe quoi, WhatsApp et avoir plus d'avis. Mais à un moment donné, il va falloir passer à l'action et au pire, j'en prendrai moins, j'en prendrai 50 au lieu d'en prendre 100. J'en imprimerai 50 au lieu de 100 et je verrai comment ça marche, ouais, j'aimerais comment ça marche, est-ce que ça va se vendre? Mais ouais, je vais essayer de profiter de ce projet pour dire: «Fuck le perfectionnisme», enfin ouais, perfectionniste et let's go quoi, il faut avancer, hein. Donc, C'est fou parce que c'est un peu mon même, ma même motivation là avec Twitch. Tu vois, en fait, je pense que c'est un peu au bout d'un moment, à force de lancer des projets, parce que c'est pas ton coup d'essai, c'est pas la première ouais. fois que tu relances un projet. À l'intérieur de Micro by Flow, tu as lancé des projets, et cetera. Tu avais lancé justement, l'année dernière, si je dis pas de bêtises, le journal de comptes. Oui, c'est ça. Ouais, C'est ça, ouais. le livre des recettes, c'est ça? Ouais. Que tu avais lancé et tout, donc voilà, tu en as fait déjà des projets. Je pense qu'au bout d'un moment aussi, on finit par apprendre que même si on fait les choses avec beaucoup de perfectionnisme et qu'on fait les choses super bien, c'est pas ça qui fait forcément la réussite en fait, et qu'il faut juste y aller et oser, et qu'aussi tout ne se joue pas à ce projet. Toute Oui, notre c'est vrai. valeur et toute notre réussite et tout ce qu'on est ne se jouera pas à est-ce que oui ou non ça va fonctionner, ce projet-là. Et je pense que c'est ça aussi la vraie différence quand c'est ton quatrième, cinquième, sixième projet et pas le tout premier. Oui, parce que enfin, moi, j'ai moins la pression. Je me dis: «Bon, ça marche pas, tant pis, je continue à faire la micro by flow» et par contre, si ça marche pas, j'essaierai de comprendre pourquoi ça a pas marché. Est-ce que c'est une question pareille de prix? Est-ce que c'est une question de design et cetera et tout? Mais dans tous les cas, il faut que je me dise: «Pourquoi je le fais ce projet? Est-ce que d'abord je le fais pour les gens? Non, d'abord je le fais pour moi». C'est un outil qui va être pour moi et après j'en fais profiter les gens. On a vraiment pu parler de plein de sujets. On a Ouais. parlé d'entrepreneuriat, de projets surtout, en fait, d'oser se lancer dans les projets. On a donné nos conseils par rapport à nos propres expériences et ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ça, je trouve ça trop cool. Un peu dans, tu vois, dans le off, en fait, du projet, dans les préparatifs, tout ça. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et ben, si jamais tu as pu te bouger, on va dire ça clairement, bah, j'imagine que dans la description de ce podcast, je mettrai un petit lien pour suivre ce nouveau projet, parce que par rapport à la diffusion de l'épisode. Et sinon, mis à part ça, est-ce que tu as des choses que tu as envie de nous partager par rapport à ton entreprise, à ton actualité? Heu, Par rapport à mon actualité et tout, non, à part bon, je l'ai dit par rapport à ce projet-là qui, moi, va me tenir à cœur, pour cette fin d'année. Mais, si je devais vraiment partager quelque chose aux gens, c'est sur la partie entrepreneuriat, je leur dirais, mais ouais, enfin pas de foncer, oui, mais c'est surtout de tester. De tester et c'est pas grave de se planter d'outils, c'est pas grave de se planter peut-être il y a un petit truc qui a pas fonctionné et tout, mais c'est comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, si demain vous pensez à la question de: «Ouais, je voudrais me lancer dans ça, mais je suis pas sûr que ça va fonctionner», beh, teste.
teste et tu verras bien. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, beh, essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que tu as pas le bon public? Est-ce que tu as pas la bonne communication? Formez-vous des fois. Il y a des gens, il y a des coachs qui sont là à droite à gauche, mais parlez-en autour de vous, pas vos amis. Parce que souvent les amis, ça dépend lesquels, mais la plupart du temps, ils vont toujours vous dire: «Ah, c'est trop bien, trop bien, trop bien». Mais des fois, parlez-en à des inconnus, des gens qui vous connaissent pas forcément, qui ont pas ce truc, ils vont pouvoir vous donner leur avis et cetera et tester, surtout tester ce que vous faites. Donc voilà, Merci beaucoup. Bon, du avec coup, je vais pas plaisir. te demander si tu as des messages à faire passer. Mais C'est c'est bon, fait c'est passer, voilà. passé. Merci beaucoup. Moi, du coup, petite info, vu qu'on en a parlé, si vous voulez écouter, donc si toi, Flo, tu as envie d'écouter les épisodes qu'on a fait avec Céline, avec qui justement on a créé cet agenda filante, Ah oui, avec plaisir. où on raconte un peu notre processus, ce qui s'est passé dans notre tête. Et on raconte pas trop la technique. Hein. Faut pas Oui, écouter cet épisode pour la technique. Hein. C'est pas le but de ces épisodes. C'est vraiment comment est-ce que suite à cette expérience, on a enfin décidé de réellement, pour de vrai, se faire passer en priorité et pas simplement être dans la connaissance que c'était important de le faire sans réellement le faire dans nos vies. Et je ouais, pense qu'on est parfois beaucoup à partager des messages, à prôner quelque chose, comme moi, ça a été le cas avec l'organisation bienveillante pendant plusieurs mois, et en fait, de ne pas encore pleinement me l'appliquer à moi-même. Et ça, c'est hyper important de le dire et de l'assumer. Euh, et donc, c'est les épisodes 14 à 20 sur le podcast Libre à toi. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les écouter si vous avez envie un petit peu de connaître cette petite épopée qu'on a pu vivre avec Céline. Euh, c'est l'heure, ça y est, de la question signature du podcast. Est-ce que tu es prêt? Ouh là, oh oui, alors ouais, vas-y, dis-moi. Merci déjà pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir livré tout ça avec nous, d'avoir partagé ce nouveau projet. Moi, je suis juste hyper, hyper hype. J'ai trop hâte d'écouter ce podcast et de voir à quoi va ressembler Journal de rêve. Vraiment, merci beaucoup. Avec Ok, plaisir. alors c'est parti pour la question signature du podcast. Quelle est ta liberté? Quelle est ma liberté? Heu Ah waouh! Ta 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 Quand c'est des questions comme ça, ta 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 ma liberté, j'ai envie je vais reprendre, ça va bien faire la boucle sera bouclée. Ma liberté, c'est plutôt le côté où je peux me dire, je fais les horaires que je veux, quand je veux. Je peux me faire 2 siestes dans la journée. Je peux le matin me dire: «Tiens, je vais promener mon chat», tranquillou, sans me préoccuper de j'ai des comptes à régler enfin des comptes à rendre à quelqu'un. Ça, c'est sur le plan professionnel. Après, sur le plan un peu plus, perso, ouais, c'est ça, c'est me dire, il y a cette liberté aussi un peu financière. C'est vrai qu'au début, c'est difficile et cetera quand tu dans un réseau, mais maintenant que je suis content, je commence à avoir un peu d'argent. Je suis pas pété de thunes, mais je commence un peu à avoir d'argent. Je me fais plaisir aussi à acheter des trucs que je me faisais pas plaisir avant ou, me dire: «Beh, tiens, je vais aller au resto de plus en plus souvent». Des fois, je me dis que je fais tourner le local, les micro-entrepreneurs, d'autres petits indépendants et ouais, c'est cette liberté un petit peu, il me manque un peu la liberté de voyager, mais ça, c'est parce que quand tu as un chat, c'est un peu plus compliqué de te dire: «Tu vas faire, un mois à l'étranger», mais c'est pas impossible. Mais voilà un peu cette liberté-là de cette flexibilité, cette souplesse-là dans mon emploi du temps qui est, importante et aussi financièrement, où maintenant je peux m'accorder des plaisirs que je pouvais pas trop avant. Voilà, je sais pas si ça Merci répond. beaucoup, bien Ouais. sûr. Merci à toi. Avec plaisir. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.